te présenter en 2 mots avant de... En 2 mots, voilà. J'ai créé mon agence web en 2012 et j'ai fait beaucoup de sites web et j'ai découvert les joies du marketing digital en 2015. J'ai commencé à faire de marketing, à plonger dans le monde des startups. Et 2017-2018, j'ai découvert le fabuleux incubateur accélérateur SLP, Startup Leadership Program, avec François Alexandre. Yes. Et j'ai plongé dans le marketing digital et je suis devenu expert Facebook Ads vers 2017. Et maintenant, c'est l'essentiel de mon activité. Donc, c'est une agence web marketing que je dirige avec pas mal de prestats. Et je suis spécialisé dans le monde de l'e-commerce et des formations en ligne, principalement pour les domaines. Et voilà. Super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, bien sûr, dans l'onglet de conversation en bas à droite. On se fera une joie de les lire au fur et à mesure et de les poser. Donc, je vais prendre 5 minutes de votre temps juste pour me présenter et présenter un petit peu le cadre dans lequel on est ici. Donc, moi, je suis François-Alexandre Glaudet, je suis programme leader de Startup Leadership Programme France et en particulier du chapitre de Paris, puisqu'on essaye d'aller à Lyon et à Aix en ce moment. Et par ailleurs, start-upper, j'ai ma propre boîte dans les RH qui s'appelle Cavitra. Et je vais essayer de vous partager rapidement une petite présentation pour vous expliquer ce qu'est le Startup Leadership Programme dans le cadre duquel nous sommes ici. Alors, juste un petit peu de temps pour mon ordinateur de vous partager. Normalement, vous devez voir mon écran. Miguel, tu peux me confirmer? C'est bon. Ok. Donc, vous nous voyez en haut à droite normalement. Alors, le SLP, pour faire simple, pour essayer de faire simple, on s'adresse vraiment aux entrepreneurs et on s'est rendu compte. En tout cas, on a un positionnement assez certain, c'est qu'être entrepreneur, c'est un grand 8 dans lequel on a différentes phases émotionnelles, des phases où on est très joyeux parce qu'on rencontre plein de monde, des phases dans lesquelles on est absolument dépressif parce que tous les clients nous ferment la porte. Et donc, c'est un marathon de pouvoir aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, comme disait Churchill. Et dans ces cadres-là, dans ces moments-là, il y a une chose qui est primordiale et qui est importante. Miguel pourra vous en parler parce que c'est son métier aussi. C'est le soutien moral entre les entrepreneurs, c'est de pouvoir s'entraider. Donc, c'est pourquoi SLP, c'est avant tout, si ça change de slide, une communauté. Ah bah ça l'a pas marqué. Une communauté d'entraide entre entrepreneurs, pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs. C'est une communauté qui est mondiale, qui est aujourd'hui présente dans 29 villes, dans 13 pays. Et donc là, on est ici au sein du chapitre Paris, qui recrute actuellement sa nouvelle promotion d'ici le 30 septembre pour l'année prochaine. L'année en cours. Concrètement, quand je dis promotion, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas qu'une communauté d'entraide, puisque pour entrer dans cette communauté, il y a une phase en amont qui est une phase d'accélération. Donc on est aussi un accélérateur de start-up qui repose sur 2 piliers fondamentaux. Tout d'abord, l'apprentissage on dit de pair à pair, entre pairs. C'est-à-dire que ce sont des serial entrepreneurs, mais aussi les entrepreneurs de la promotion qui s'entraident. Et ça, on le fait au sein de 24 ateliers et événements tout au long de l'année qui représentent, avec le deuxième pilier, le mentorat, plus de 200 heures d'accompagnement. On va couvrir tous les sujets de la startup, du product market fit jusqu'à la levée de fonds. Ça se termine par un très bel événement qui est notre nuit des investisseurs devant 200 investisseurs, 200 à 300 investisseurs à BPI France, souvent en avril-mai. Et puis le deuxième pôle, c'est du mentorat. Chaque startup, pendant le programme d'accélération, se voit attribuer 1 à 3 mentors qui vont l'aider sur l'ensemble des sujets. Donc je vois qu'on a pas mal de fellows dans la salle, donc n'hésitez pas à témoigner si vous le souhaitez. Voilà, la particularité, c'est que là, on est dans une open session, donc c'est ouvert aux fellows, mais aussi à l'extérieur. L'autre particularité de SLP, c'est que contrairement à la plupart des accélérateurs classiques, on est totalement complémentaires, puisque merci Nicolas, puisque au-delà de simplement accompagner l'entreprise, on accompagne avant tout l'entrepreneur, et donc on n'a aucun intérêt à avoir des relations financières avec lui, donc on ne prend pas d'equity, on ne prend pas de pourcentage de capital, et surtout on est 100% non-profit, l'intégralité de l'équipe est bénévole, et n'a trop autre d'intérêt que de travailler et de faire croître, grandir ensemble les entrepreneurs qu'on sélectionne chaque année.
Donc voilà quelques exemples. Il en manque parce qu'on a eu des annonces depuis l'époque où j'ai fait ce slide. Il y a d'autres startups qui ont annoncé des levées de fonds comme June Paris qui a levé 10 millions la semaine dernière, il y a 2-3 semaines. Et encore d'autres que j'ai oublié simplement de noter. Mais il faut savoir que voilà, aujourd'hui, rien que sur Paris, on représente plus de 200 entrepreneurs qui ont levé plus de 100 millions d'euros de levée de fonds. Au niveau mondial, on dépasse le milliard de dollars de levée de fonds. Et donc des boîtes un peu connues comme Home Exchange qui est au Next 40, Simplifield, Retech, Hermeo pour les plus grosses, Lifeease dont on entend pas mal parler. Voilà, et j'en ai plein que j'ai pas mis comme j'ai dit, parce que j'ai pas mis à jour le slide. Shame on me. Quand je vous ai dit communauté, donc il y a l'accélération et il y a la communauté derrière. Donc c'est régulièrement, on essaye de le faire de plus en plus régulièrement, même si le Covid nous en a un peu empêché. On l'a fait en virtuel. Des meet and gathering pour se rencontrer, échanger, changer de bonnes pratiques. Des open sessions comme ce soir, où on échange des bonnes pratiques entre nous et puis les sessions officielles du programme, auxquelles chaque membre a accès à vie. La nuit des investisseurs, j'en ai parlé, et bien sûr un événement particulier qui est la diplomation de la promo sortante. Je vous en ai parlé, donc on est présent, le slide n'est pas à jour non plus, 29 pays, 13 villes. On a été créé à Boston en 2006, en marge du MIT et de Harvard. On est très présent aux États-Unis et en Inde. Et en Europe, on est notamment en particulier présent à Paris, Londres, Moscou, Tel Aviv, et on a des implantations à Lisbonne et à Istanbul. Voilà, j'ai essayé de tenir les 5 minutes, je crois que je suis bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je vous répondrai à la fin. Et puis, je crois que il est venu pour moi le temps de passer la parole à 100% à Miguel pour le sujet qui nous amène ce soir, c'est-à-dire le marketing. Le marketing digital pour les startups qui vont cartonner. Moi, j'aimerais que cette session, ça soit assez interactif. Je peux parler de la théorie, je peux parler de mon expérience, mon expertise, de plein de choses, mais voilà, tout ça, vous pouvez le trouver en ligne. Il y a beaucoup de ressources. Moi, j'aimerais qu'on parle de vos cas concrets, là, vous qui êtes là, que je ne vois pas encore. Mais si vous levez la main, vous avez des questions, je pourrais vous donner la parole, vous donner la vidéo et on pourra faire des échanges intéressants qui, je pense, pourront servir à tout le monde. Parce que voilà, je vous connais pas et le marketing digital, c'est très vaste et le monde des startups encore plus. Et donc, je peux parler 1h30, mais ça va pas trop vous aider. Donc, s'il y a quelqu'un tout de suite qui veut se lancer, voilà, j'attends qu'il lève la main, qu'il se manifeste dans le chat. Moi, pour tout vous dire, ouais, je suis parti digital ou numérique. Vaste débat. Le digital n'existe pas en France. C'est une bonne question. On va faire les deux. On va tout faire. Moi, jusqu'en 2015, 2016, 2017, j'ai plongé dans le monde des startups et j'ai fait un super produit, mais je savais même pas ce que c'était le marketing. Pour moi, c'était un gros mot. Et j'étais un geek, ingénieur informatique, et j'avais beaucoup de mal avec le business, avec le marketing. Et donc, grâce à l'expérience SLP et aux produits que j'ai créés, j'ai bien vu que j'avais fait un super produit, enfin, je pense, mais j'arrivais pas à le vendre. C'est bizarre, hein. Comment ça se fait? Et donc, il a bien fallu que je me mette au marketing et je plonge dans les campagnes, dans les tunnels de vente, les conversions, les pixels, les offres, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Je peux parler de beaucoup de choses. Est-ce que les bases, déjà, ce serait intéressant. Est-ce que le concept de l'offre, du storytelling, du copywriting, est-ce que vous en êtes où déjà? Est-ce que vous pouvez dire dans le chat déjà si vous en êtes dans votre aventure startup? Est-ce que vous êtes bien avancé, pas avancé? Vous avez déjà des leads, pas de leads? Moi, j'étais parti sur l'hypothèse de commencer à aider, à parler d'une startup qui se lance, qui cherche encore, qui a un produit et qui aimerait déjà commencer à avoir les premiers prospects. Je pense que ça peut être un bon axe parce que là, on a la question par où commencer le marketing typiquement. Donc, je donne la parole à Nicolas qui va. Ou alors. Nicolas, il y a pas mal de questions. Vas-y, je t'en prie. Nicolas, je vais l'activer déjà.
Il va nous chauffer. Nicolas, je te donne la main. Est-ce que tu l'acceptes? Et après, il y aura Catherine aussi. Catherine qui voulait s'exprimer. Alors, ce Scholz, c'est, alors si Nicolas, je t'ai donné la, ah non, Nicolas Peigné, il y en a deux. Voilà, attention. Nicolas Paris-France, c'est lequel? Nicolas Paris-France, je te donne la vidéo. Tu l'acceptes. Bah voilà, ça marche. Salut. Hey, super, salut Nicolas. Ouais, bah alors en fait, moi je me pose la question toujours, c'est par où. Alors il y a mes enfants derrière, désolé. Pas de problème. Par où on commence? Est-ce qu'on commence par formaliser un vrai message, court, long? Est-ce qu'on fait du visuel? Est-ce qu'on contacte, comment on commence à contacter des gens, les interviewer pour affiner une tentative de vente? Par quoi on commence, quoi, en fait, tout simplement? Il n'y a pas de bonne réponse, bien sûr. On commence tout simplement. Alors l'idéal, enfin comment on dit, la bonne pratique noble startup, c'est de trouver ses premiers vrais fans sans faire de pub, sans dépenser un euro. C'est ce qu'on dit. Voilà, il faut déjà en parler autour de son réseau, de ses amis, et puis trouver ses premiers fans autour de soi, et puis après le bouche à oreille. Mais quand même, le marketing digital, les campagnes, il faut pas mettre des budgets énormes, mais ça va permettre déjà avec quelques euros de pouvoir avoir plus de data, plus de renseignements, plus d'échanges avec des gens, commencer à tester différents canaux, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, et voir où se trouve sa cible. Toi, tu as une startup? Ouais, alors, ça revient là? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je coupais mon micro. Ouais, alors j'ai une startup, mais je vais la fermer bientôt, donc en fait, on n'a pas transformé tout simplement. Alors, au niveau marketing, on était pas mal, parce qu'effectivement, on avait pas mal de fans derrière nous. D'accord. Et c'était B2C, B2B? B2B. B2B. Vous avez fait du LinkedIn Ads? Pas du tout. En fait, sur Twitter, j'arrive à bien performer, donc ça va. D'accord. Ouais. Twitter, je connais pas. Ça, c'est pas mon rayon aujourd'hui. Je fais Facebook beaucoup, YouTube, Search, Display. Twitter, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Et t'as fait du Twitter Ads? Ouais, un tout petit peu, en fait. Alors, en fait, à notre niveau, on doublait, sur un week-end, par exemple, si on mettait 20 balles, on arrivait à doubler nos impressions, et après, on avait des likes, on arrivait à repérer, en fait, des gens qu'on n'arrivait pas à atteindre dans notre niveau. On avait du reach, quoi, en fait. D'accord. Et vous aviez des landing pages, vous envoyez votre trafic sur des landing pages? Ouais, c'est ça, avec formulaire. Donc ça, c'est un point que je voulais aborder pour ceux qui nous écoutent, qui connaîtraient pas encore trop le concept de landing page. C'est plutôt qu'un site internet qui dit beaucoup de choses, qui est une vitrine, qui est important d'avoir une petite vitrine. C'est quand on est startup et on veut comprendre à qui on s'adresse, on veut affiner son offre, on veut affiner son message. C'est bien d'avoir une landing page où on va envoyer les leads qui sont acquis en amont dans nos publicités. On va les envoyer dans une landing page qui va faire un peu ce qu'on appelle l'entonnoir, où il y a une seule option pour les leads, les prospects, les visiteurs qui arrivent sur la landing page. C'est tu descends, tu lis et tu t'inscris, ou tu te casses. C'est en neurosciences, voilà, il y a beaucoup de choses qui parlent de ça. C'est si vous laissez plusieurs choix à vos prospects, si vous laissez deux options, si vous les mettez un menu en haut, il y a trop de choix, il y a des déperditions, et donc les taux de conversion vont diminuer. Alors, le taux de conversion, c'est en marketing digital, c'est un des mots-clés, voilà, super important. C'est ce qu'on va mesurer. On va mesurer à chaque étape de l'avancée de nos prospects. On va mesurer les taux de conversion. Donc, pour ceux qui découvrent, les débutants, on a en amont, on a la publicité. Un certain nombre de personnes vont voir la publicité et vont cliquer. Ensuite, ils vont arriver sur la landing page. Un certain nombre vont descendre et vont laisser leur email, vont s'inscrire, vont regarder notre produit. Et après, si on a quelque chose à vendre, un certain nombre vont en e-commerce, vont ajouter au panier, vont aller jusqu'à la page de commande, etc. Et à chaque fois, il y a une petite déperdition, des fois 10%, des fois 5%. Il y a
Il y a seulement, voilà, il y a des gens qui s'en vont. On ne capte pas, on ne transforme pas 100%. Le marketing digital, ce qui est intéressant avec les campagnes, moi, ce que je fais beaucoup, c'est mon expertise, c'est Facebook Ads. Ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir, avec un petit budget, on va pouvoir, c'est ce que disait Nicolas, c'est par où on commence, c'est avec les campagnes Facebook Ads. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est de l'A/B testing en fait permanent. On va tester les audiences, on va tester les messages, on va tester les images, on va tester le copywriting, et on va itérer. On va itérer, on va affiner, on va lancer les campagnes après avoir mis en place un setup précis qui va nous permettre, avec le pixel Facebook qui est bien calé sur le site, sur la landing page, avec les audiences qui sont bien configurées, avec voilà, tout est en place pour ensuite, dans l'outil qui permet de suivre par exemple les campagnes Facebook Ads, c'est le Business Manager, c'est le gestionnaire de compte publicité, et on va avoir un reporting avec nos métriques, on va avoir exactement tous les chiffres, le nombre de personnes qu'on a réussi, qui ont vu notre publicité, le nombre de personnes qui ont cliqué, le nombre de personnes qui sont arrivées sur notre site, jusqu'au bout, le nombre de personnes qui se sont inscrites à notre produit, à notre service, etc. Et de semaine en semaine, on va pouvoir lancer des nouveaux tests sur les audiences, tester différentes audiences, tester différentes créas. Et voilà, il n'y a pas de... au début, c'est un peu confus, un peu brouillon. Et au bout d'un moment, on va générer de l'engagement, on va générer des commentaires, on va générer des likes, des partages, des commentaires. Et quand on n'en génère pas, c'est que on n'est pas bon encore, le message n'est pas clair, l'image n'est pas claire, il y a encore des choses, notre offre n'est pas claire, donc l'audience n'est pas la bonne. Donc voilà, il va falloir tester. Au bout d'un moment, on va commencer à sentir voilà, des choses. Il va y avoir, on va changer d'audience, on va changer de créa, on va changer l'offre, on va changer le pricing, on va ajuster. Et ça prend un peu de temps, ça prend un peu de budget, mais au bout d'un moment, on commence à sentir vraiment les choses. Alors, parce que si on n'a pas de budget, voilà, si on y va sans faire de publicité, ça peut prendre du temps. Marketing digital, c'est pas un gage de réussite. Moi, au début, voilà, je connaissais pas le marketing. J'avais fait un produit, je pensais que ça allait y aller tout seul, mais ça n'a pas été. Après, quand j'ai découvert la puissance des Facebook Ads avec les audiences similaires, avec le retargeting et tout ça, je me suis dit, mais c'est génial. Le product market fit, je vais le trouver en 3 mois. Avec ça, c'est extraordinaire cet outil. Et en fait, voilà, je suis devenu expert et j'ai pratiqué. Et j'ai eu beaucoup de clients. J'ai fait beaucoup de campagnes. J'ai vu que non, c'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle de chez Facebook ou chez Google ou autre, elle est vraiment poussée, elle est vraiment de plus en plus puissante, et on peut avoir des résultats assez rapidement, mais c'est pas magique. C'est un alignement, en fait. Le but ultime. Alors après, je vais regarder les messages qui sont dans le chat. Je vais arrêter ma diatribe, je sais pas quoi, mon discours. Mais c'est une première introduction déjà. C'est ce que je vois avec mes clients quand ça fonctionne, quand on fait un ROAS qui cartonne, c'est-à-dire un retour sur investissement publicitaire. ROAS, c'est le Graal, c'est d'avoir un ROAS supérieur à 1, 2. C'est Return on Advertising Spend, retour sur investissement publicitaire. Donc je dépense 1 euro en publicité et je génère plus d'1 euro en revenu sur mon chiffre d'affaires. Donc 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et là, c'est le Graal. Et là, je peux commencer à scaler, à passer à l'échelle, à pousser les budgets en dépenses publicitaires pour pousser la génération de revenus. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Ça se multiplie pas comme ça. Après, il faut surveiller. Voilà, il y a plein de choses à regarder. Mais quand on arrive à des bonnes performances en général, c'est que il y a eu du travail en amont sur l'offre, sur le pricing, sur les audiences, sur beaucoup de choses. Il y a eu en général des mois et des mois de publicité, de campagne, et au bout d'un moment, le produit est mûr, le service est mûr, l'offre est mûre et claire, le pricing est bien aligné sur l'audience, c'est l'alignement des planètes. Et à un moment donné, on voit l'engagement de la communauté, l'engagement des fans, la marque qui a un super positionnement, qui cartonne, qui est bien vu. Au bout d'un moment, voilà, tout est aligné, mais cet alignement-là, on va pas le trouver dès le début. Il va y avoir des mois et des mois de travail.
si je résume, c'est assez itératif, Miguel. Je voyais une question de Benoît. Après, on connectera peut-être Benoît ou Isaiah par rapport à leurs questions aussi. Pour compléter un petit peu ce que vous disiez là, et pour répondre un petit peu à Benoît aussi sur améliorer ses performances en campagne, au-delà de ces améliorations, moi, il y a deux questions qui me viendraient un peu en parallèle. C'est, ok, j'ai fait ma page, j'ai ma page Facebook ou j'ai ma landing page. Bah déjà, j'arrive sur le Facebook Sales Navigator, pas Sales Navigator, c'est LinkedIn, sur Facebook Ads. Facebook Ads. Voilà. J'arrive sur l'outil. J'avoue que si j'arrive pour la première fois, c'est pas toujours hyper compréhensible. Donc moi, c'est d'abord, bon, est-ce que tu aurais éventuellement des screenshots à nous partager de comment bien aller sur l'outil? Mais derrière, comment est-ce que toi, tu conseilles de bien paramétrer ces pubs, paramétrer éventuellement les différentes itérations dont tu parlais, et puis un truc de base, quels sont les différents types de pubs? Parce qu'on nous demande en général, est-ce qu'on veut faire de la conversion? Est-ce qu'on veut faire de la notoriété? Est-ce qu'on veut faire tout ça? Ça nous demande des pixels, on sait pas toujours où mettre les pixels sur son site, etc. Donc, t'as plein de petits trucs comme ça. Tu pourrais nous refaire juste je peux vous faire un résumé. Je vais pas vous montrer l'intérieur du gestionnaire parce que c'est trop compliqué. Il faudrait qu'on y passe plus de temps. Mais il y a des screenshots, il y a des tutos, mais les concepts simples. En fait, avant de rentrer dedans, déjà, il faut faire un setup. Il faut préparer pour pouvoir mesurer exactement ce qui va se passer quand on va dépenser un budget publicitaire. Il faut déjà que le setup soit nickel, sinon on jette l'argent par la fenêtre. Qu'est-ce que tu appelles comme setup déjà? Le setup, c'est la préparation. Donc, c'est le pixel posé sur la landing page, sur le site web, avec les événements de conversion qui sont bien configurés. Donc, par exemple, sur un e-commerce, c'est le tunnel de conversion. Donc, depuis la visite de la home page, ça, c'est un événement page vue. Ensuite, quand je vais voir un produit sur un e-commerce, là, c'est un événement vue produit, view content. Après, quand je fais un ajout panier, le pixel doit déclencher un événement add to cart, ajout panier, etc. Donc, tout ça, c'est des événements, c'est de la configuration du pixel. Donc, je dois traquer chaque étape de conversion, chaque étape de réchauffage. Juste en 2 secondes, le pixel, quand tu l'ajoutes, je crois que c'était un genre de code HTML que tu mets en bas de ta page, c'est ça? Alors, il y a plein de manières de faire suivant la plateforme où on se trouve. Le mieux, c'est avec WordPress, où il y a un plugin, il y a 2-3 plugins de référence qui permettent juste d'ajouter l'ID du pixel. Et si le site est assez classique, il va automatiquement se configurer nickel pour toutes les étapes de conversion, les événements. Par contre, si c'est un truc un peu moins classique, fait un peu à la mano, là, il faut, je vous conseille d'installer dans Chrome, il y a une petite extension qui s'appelle Facebook Pixel Helper, qui permet sur chaque page de son site, dans sa landing page, de vérifier que le pixel s'active quand on est dessus et de voir l'événement qui est déclenché. Et même quand il y a des achats, de voir le montant qui est remonté dans le pixel. Donc, plus on donne d'informations au pixel, et plus nos campagnes vont être efficaces, plus Facebook va comprendre ce qu'on attend de lui, plus Facebook va comprendre, voilà, pour le cas de Facebook, plus Facebook va être efficace, plus l'intelligence artificielle de Facebook va être efficace, optimale. Si c'est mal configuré le setup, on aura des performances très moyennes, voire nulles, et on va jeter l'argent par les fenêtres. Donc ça, c'est la base. La configuration du pixel, le tracking parfait de nos tunnels de conversion, de nos événements, pour que Facebook comprenne bien ce qui se passe. Ensuite, dans le setup, il y a les audiences, la configuration des audiences. Donc, la configuration des audiences, c'est je demande toujours à mes clients, est-ce que vous avez un fichier de lead? Est-ce que vous avez un fichier client? Si on n'en a pas, si on part de zéro, bon, tant pis, on va faire 100, mais c'est toujours beaucoup mieux de ne pas partir de zéro. Parce que si on a un fichier de lead, donc des emails, une liste d'emails, donc d'inscription à la newsletter, ou une liste de fichiers clients, si on est encore plus avancé, et ça, on va le charger dans la plateforme Facebook. Et Facebook va retrouver à peu près les utilisateurs de Facebook qui, en faisant la correspondance avec les emails, ils retrouvent à peu près, pas tout le monde, mais ils retrouvent 60%, 50-60% du fichier. Et ça va nous permettre de faire des jumeaux. Ça va nous permettre de générer une audience lookalike en anglais, une audience similaire. Donc ça, c'est déjà c'est déjà super optimisé. Ça permet d'aller vite
de cibler tout de suite, pas une audience. Parce que si on n'a pas ça, on commence par cibler des audiences par intérêt. Donc on va cibler intérêt, aime le sport, intérêt, je sais pas quoi, aime tel journal, etc. Ça peut marcher, ça va être efficace, mais le mieux, c'est d'avoir déjà une audience préqualifiée, un petit peu qualitative. Donc avec cette audience similaire qu'on a générée à partir de notre fichier prospect client, Facebook va retrouver toutes les personnes dans sa base Facebook, 40 millions de personnes en France, va retrouver toutes les personnes qui ont un profil qui ressemble à nos prospects. Donc ça, en général, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ça, c'est le deuxième point important du setup, du paramétrage sur Facebook, par exemple. Donc ça, c'est les audiences que je vais targeter, que je vais cibler en priorité. Et après, le setup, ça va être la structuration des campagnes. Donc, comme tu disais, on a des objectifs, différents types d'objectifs pour les campagnes. Campagne de notoriété, couverture, c'est pour les grandes marques qui veulent être visibles à un maximum de personnes. Notoriété aussi. Après, il y a les campagnes de like page, pour avoir plus de likes sur sa page. Les campagnes de trafic, pour envoyer des gens, des leads, donc des prospects, vers sa landing page, son site internet. Après, il y a les campagnes d'objectifs de conversion. Donc, si j'ai bien paramétré mon site, ma landing page, je vais faire, si j'ai un e-commerce, je vais dire objectif, une campagne de conversion purchase, d'achat, pour générer des achats. Ça fonctionne assez bien en e-commerce. Et après, j'ai aussi des campagnes de catalogue, si j'ai un catalogue e-commerce, un catalogue de produits. Qu'est-ce que j'ai d'autre voilà, ça c'est, je vais avoir après une campagne aussi de retargeting. Donc je vais aussi moi ce que je fais toujours dans mon setup, c'est après dans toute campagne généralement même de marketing digital, on va mettre en place une structuration qui fait passer nos prospects d'une case à une autre. On va les pousser gentiment d'une case à l'autre. Donc en leur demandant au début, en amont, par exemple sur le like page, on va leur demander peu d'efforts. On va juste leur demander de liker. Ils vont voir une image de notre marque, de notre produit, avec un message court, sympa. Et ils ont juste besoin de liker. Ils n'ont même pas besoin de laisser leur email. Donc c'est très peu d'efforts. Et déjà, voilà, ils ont montré un intérêt. Donc là, ils sont rentrés dans notre tunnel, dans notre entonnoir, là, le fameux entonnoir, le tunnel de conversion. Et là, on va les faire avancer après. On va faire ce qui s'appelle du lead nurturing. Donc c'est pareil pour Instagram, hein. Je fais like page pour Facebook. Et Instagram, on fait un truc un peu spécial parce qu'il n'y a pas d'objectif follow Insta. Donc on fait du clic lien et ça envoie vers la page Insta et comme ça on arrive à peu près à générer des follow Insta. L'autre moyen d'avoir des followers sur Insta, c'est les influenceurs. Ça c'est un autre domaine très complexe. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Donc si j'avance dans mon entonnoir, dans mon tunnel de conversion, une fois que la personne a liké la page, je vais faire des boost posts. Donc, je vais booster mes posts. C'est ce qu'on appelle du lead nurturing. C'est-à-dire, je vais faire du réchauffage. Je vais nourrir mes prospects. Je vais leur montrer un message particulier à chaque post. Surtout, ne pas essayer de tout dire à la fois. Un message particulier qui est un des aspects de mon produit, un des aspects de mon offre, ou des aspects de ma marque, mais une valeur de ma marque, quelque chose, ou un témoignage, quelque chose. Et ça va permettre de faire avancer les prospects dans la réflexion, parce que les personnes qui vous découvrent, ils sont pas prêts à l'achat tout de suite. Il y en a 3%, en général, les chiffres, c'est 3% des prospects qui vous découvrent, qui découvrent votre produit, votre marque, sont prêts à passer à l'achat tout de suite. Et encore, voilà. Il y en a 97% qui vous découvrent, qui vont convertir dans les 18 prochains mois. Donc, il va falloir les travailler au corps, les réchauffer petit à petit. Donc après, le boost post, donc c'est l'animation de sa page Facebook, de son compte Insta, avec un peu de boost dessus. On va commencer à imprimer la marque, le produit, l'offre dans la tête des gens, de nos prospects. Après, je demande un effort un peu plus soutenu. Je vais avoir une campagne qui envoie vers le site ou vers ma landing page pour faire découvrir plus de choses sur mon produit, sur mon offre. Campagne de trafic. Après, je vais aller un peu plus loin. Donc je vais demander, je vais faire une campagne de conversion. Je vais clairement dire à Facebook, si c'est une campagne Facebook, je veux faire des achats, générer des achats, des ventes.
Donc là, Facebook va aller chercher les personnes les plus susceptibles de sortir la carte bleue, de payer. Et là, c'est un effort plus important. Je vais avoir moins de monde, mais vraiment, si au bout d'un moment, ça commence à générer au moins des check-out. Les gens en e-commerce vont au moins faire un ajout panier ou aller sur le bon de commande. Après, les achats, bon, voilà, ça demande un peu plus de temps. Et super important, le retargeting. Le retargeting, alors, en e-commerce, c'est super important, mais partout, même dans le marketing digital, il faut bien prendre conscience que le temps de cerveau disponible, il y a une forte concurrence, on n'est pas tout seul. Il y a des prospects qui peuvent être intéressés dans votre truc, mais ils ont été interrompus, le téléphone a sonné, ils n'avaient pas la carte bleue sous la main, ils étaient dans le métro, etc. Et donc, ce qu'on voit tout le temps quand on va sur un site pour acheter un produit, après on va sur un autre site et on est reciblé par la pub du produit qu'on vient juste de voir. Parce que, pourquoi? C'est chiant, c'est intrusif, mais ça marche. Parce que la majorité des gens, des prospects, de prospects n'ont pas le temps, autre chose à faire, et il faut tabasser. Il faut tabasser en marketing, parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que il faut se dire que moi j'avais un peu du mal au début à y aller à fond, mais à montrer la publicité 5 fois, 10 fois, 15 fois, mais en fait, quand un prospect a été, pas tout le monde, hein, mais à ceux qui ont exprimé un intérêt, qui ont été jusqu'à la page d'achat, l'ajout au panier, etc., là, il faut y aller parce qu'ils sont vraiment intéressés. Et s'ils n'achètent pas, ils n'achèteront jamais de manière. Et bon, c'était une erreur, quoi. C'était des touristes. Mais ceux qui sont vraiment intéressés, ils sont prêts à accepter de voir votre publicité 2-3 fois par jour. Alors, la bonne manière de le faire, c'est d'avoir un retargeting intelligent. C'est pas d'afficher 15 fois le même message, bien sûr. C'est d'avoir un retargeting, ce qu'on peut faire avec Facebook, c'est assez génial. On peut faire on peut faire 5 à 7 publicités dans une campagne de retargeting. Donc, la personne va voir pas la même publicité. On peut même aller plus loin en faisant du séquentiel. Donc, c'est-à-dire, je vais définir la personne, des petites audiences, des mini-audiences. Une audience de personnes qui viennent de voir mon produit durant les 3 derniers jours. Je vais leur mettre une publicité. Après, je vais cibler les personnes qui ont vu mon produit depuis 3 à 6 jours. Donc, la personne va voir une publicité pendant 3 jours, puis après, les 3 jours d'après, elle va avoir une autre publicité. Puis après, 3 jours d'après, elle va avoir une autre publicité. Et là, je peux lui décliner les avantages de mon produit, lui décliner les avantages de mon offre, mettre un jour un témoignage, un jour, un chiffre clé qui montre la crédibilité de ma marque, etc. Donc ça, c'est intelligent et c'est vraiment efficace. Voilà pour la structuration, tu vois. Là, je pense que j'ai rien oublié. Et après, on envoie. En fait, ça, c'est toute la préparation. Voilà, j'ai mis tout ça en place. Et quand je lance les campagnes, le budget, là, je peux faire des trucs intéressants. Mais ça va être après du monitoring, de la gestion de campagne, avec de l'A/B testing d'audience, de l'A/B testing de créa, tester différentes images. Ah oui, des tips intéressants aussi sur les images. Les images, alors ce qu'on A/B teste en général dans les publicités, c'est les images. Ce que je dis toujours à mes clients, c'est il faut des images qui accrochent. Les images qui accrochent, il ne faut pas des trucs avec trop de brouillons, des images brouillonnes avec trop de trucs à la fois. Il faut imaginer, on le voit si vous prenez Métro Paris ou autre, vous voyez des collègues, vous voyez des gens sur leur téléphone et le feed là, ils vont à 2000 à l'heure quoi sur leur feed. Et ils s'arrêtent à un moment donné, tac, ils voient un truc intéressant, ils s'arrêtent, ils remontent mais ça va à 2000 à l'heure quoi. Le feed, ils s'arrêtent vraiment quand ils voient une image où ils chopent un truc qui les intéresse. Donc si l'image est trop monotone et il y a trop de trucs, tu vois, c'est trop compliqué à regarder, c'est même pas la peine, ça marchera pas. Aujourd'hui, après sur le format image ou vidéo, la vidéo marche très bien, mais j'ai des images très simples. Les images, voilà, juste une image, ça marche très très bien aussi. Donc les images et vidéos, c'est super. Après, ce qui est intéressant aussi, alors dans le format, c'est plutôt carré. Ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est le format carré, c'est ce qui prend bien de la place sur le téléphone.
On va optimiser bien sûr les formats mobiles, 60%, 70% du trafic sur les business, c'est sur les mobiles en priorité. Voilà, après il y a plein d'autres choses, mais déjà j'ai dit des points clés là-dessus, vraiment importants. Aussi, je vois des tunnels de conversion aussi, des tunnels de conversion très compliqués aussi, des tunnels en e-commerce par exemple. Plus vous avez d'étapes de conversion et plus c'est mauvais. Aujourd'hui, on a des très bonnes plugins WordPress ou autres pour faire des one-page checkout, des pages de checkout en une page hyper efficace. Là, j'ai fait des bons en vente en e-commerce en changeant juste ça, en ayant une seule page pour le checkout. Ça marche super bien. Ça aide énormément. Donc, simplifier, il faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai besoin de demander cette information? Est-ce que j'ai besoin de parler de ça? Est-ce que j'ai besoin il faut vraiment simplifier, être super ligne, super clair dans le parcours utilisateur, le parcours des prospects, etc., dans la publicité, et simplifier. Il y avait d'autres questions sur lesquelles on peut rebondir. Juste parce que j'avais une question qui allait. Donc le e-commerce, je pense que ce serait intéressant de faire un petit point particulier sur l'e-commerce tout à l'heure. On prendra, il y a Catherine notamment qui est dans l'e-commerce, mais il y en a plusieurs, dans les produits physiques, donc vraisemblablement aussi sur l'e-commerce. Je pense qu'on a plusieurs personnes là-dessus, ça peut être intéressant de faire un focus là-dessus, mais j'ai noté moi la question de Stéphanie, parce que tu en as parlé, qui demande avant la campagne de trafic, quelle est la première campagne par laquelle commencer. Moi j'ai cru comprendre que tu nous as dit d'abord de faire une génération de likes pour faire une notoriété sur la page, puis de l'animer avec du lead nurturing via des blogs et compagnie, puis faire des landing pages pour la conversion. Est-ce que c'est ça ce que tu nous as dit ou est-ce que j'ai pas compris un truc? Alors, c'est ça, sauf que après, il y a les bonnes pratiques, voilà ce que je viens de dire, et après tout se teste. Tout se teste parce que suivant le business où on est, des fois j'ai halluciné de voir des campagnes de purchase direct, ça convertit super bien sur des produits, sur des fois, j'ai vu des dropshipping, des trucs hallucinants. Et des fois, on peut simplifier à l'extrême. On a des fois, on a des cibles, on a des marchés, mais les gens ils se posent pas de questions et on peut y aller. Il y a moi, je vous ai parlé de la théorie et de ce qui est reconnu dans la grande majorité des cas. Après, il faut pas hésiter à tester, à challenger les hypothèses, à challenger les trucs, mais en général, effectivement, avant le trafic, c'est bien de commencer par faire du like page. Alors, pas des gros budgets, parce que j'ai pas dit répartition des budgets aussi. Si j'ai 100 euros, 100 euros par jour, je vais mettre 10% sur mon acquisition en amont, sur mon like page et mon follow Insta, et aussi 10% sur like page, follow Insta et sur le lead nurturing, 10-15% max. Je vais quand même réserver 85% sur les campagnes de trafic, surtout de conversion et surtout de retargeting. Donc la répartition du budget aussi très très importante. Mais voilà, avant le trafic, je mets pas un gros budget sur le trafic. Ça permet déjà de voir ce qui se passe sur le site. Je mets des outils de tracking visuel vidéo. Je sais pas si vous connaissez Hotjar, Hotjar, sur le site, déjà pour vérifier ce qui se passe, ce que regardent les prospects. C'est un autre angle c'est un autre feedback. Ça permet de voir ce que regardent les gens, là où ils s'arrêtent, de voir si le site est à peu près bien clair et bien foutu. Mais après, si la landing page, ça reste vraiment la priorité pour tester son offre, son pricing, faire de la B testing sur les pricing. On utilise Landingy, il y en a plein d'autres, il y a plein d'outils pour les landing pages. Mais les landing pages permettent de simplifier tout. Parce que ce que dit mon copain Oussama Hamar, mon mentor, c'est vrai, c'est le business, le product market fit, c'est tellement compliqué, il y a tellement de paramètres pour comprendre à qui on s'adresse, quelle est la bonne offre, quel problème on résout, à quel prix, etc. Il faut simplifier au maximum pour arriver à choper de l'information. Et donc la landing page permet une seule page. On envoie des gens dessus, des prospects. Ils rentrent dedans, ils sont obligés de descendre, de regarder ce qu'on a mis, les images, les vidéos, les témoignages, les éléments de crédibilité, etc. Et après, ils s'inscrivent, ils laissent leur email en échange d'un lead magnet, d'un cadeau, ou ils s'inscrivent au service, etc. Mais
Et puis on va tester en amont, on va changer le ciblage, on va changer les créas. Et à chaque fois, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, on mesure les métriques. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer et avoir des certitudes sur est-ce que, au bout d'un moment, on sent est-ce que c'est le pricing, il est trop cher, ça va pas, ou il n'est pas assez cher, ou les gens se plaignent, il y a des trucs qu'ils comprennent pas, ils posent des questions. Voilà. La landing page, c'est vraiment clé pour avancer en aval des campagnes. Avant de passer aux autres questions, peut-être, Nicolas, j'ai vu que tu avais reposé 2 petites questions, et puis après, on va passer peut-être à, je vois qu'il y a Benoît qui a pas mal de questions. Tu avais, toi, 2 petites questions. Je te laisse les poser éventuellement. Retargeting et TikTok, je crois. Voilà. T'as tout dit. Donc en fait, c'est quoi le retargeting? Parce que souvent, enfin, c'est un peu flou pour moi déjà d'une part. Et puis d'autre part, sur Instagram, c'est assez balèze de trouver quoi. Et en fait, TikTok, on dit que c'est la mine d'or. TikTok. Alors. J'ai testé TikTok, alors pas très longtemps, et Snapchat, ça n'a rien donné. Je vais le retester. J'ai prévu de le retester. Ça n'a rien donné, c'est des belles. Au niveau plateforme publicitaire, elles sont géniales, elles sont vachement mieux foutues que Facebook et LinkedIn. Elles sont magnifiques. Par contre, j'ai eu aucun résultat. Donc, alors après, c'est des cibles assez jeunes, des utilisateurs assez jeunes. Faut que ça corresponde à son marché un minimum, à sa cible. Donc, mais pourquoi pas? Ça se teste. Moi, j'ai mis un petit budget. Voilà, faut voir, 50 €, 100 € pour voir. Ensuite. Le retargeting, qu'est-ce qui est pas clair pour toi exactement? Définition peut-être, juste. Le retargeting, c'est reciblage. Donc c'est resoumettre donc quelqu'un a exprimé un intérêt à ajouter au panier un produit. Je vais le recibler, je vais lui repousser le produit. Déjà ce qui est super aussi, je l'ai pas dit, en e-commerce, dans les campagnes e-commerce sur Facebook Ads, on le voit dans notre feed Facebook, on nous remet la publicité, nous remet le produit qu'on a consulté. Ça c'est assez génial et ça marche super bien. Donc c'est recibler la personne et c'est en même temps montrer du contenu qualifié, pas n'importe quel contenu, le contenu du produit qui venait juste d'être vu et des messages qui correspondent à mon intention d'achat j'étais tout proche d'acheter. Et donc recibler, c'est retargeting, c'est repousser le message jusqu'à temps que tu passes à l'achat, quoi. C'est tout. Le classique du retargeting, c'est la fameuse, tu vas sur Sarenza, tu regardes une paire de baskets et tu vas après sur Figaro.com et là, tu as toutes les paires de baskets que tu as consultées en haut de la page. Voilà, alors, le truc, c'est que c'est pas monocanal en plus. C'est que ça qui est génial, c'est que donc je vais faire l'acquisition de prospects côté Facebook, par exemple, et j'ai du retargeting sur YouTube ou sur du search, du display sur la plateforme Google Ads. Je vais avoir, parce que je vais avoir pareil, côté Google, je vais avoir défini des audiences donc qui disent toutes les personnes qui ont fait de l'ajout au panier, je vais leur remettre la publicité du produit parce qu'elles ont fait l'ajout au panier. Donc c'est pour ça que voilà, c'est ce qui se passe quand tu vas sur le site Sarenza, tu vas sur un autre site, sur le site L'Équipe ou Le Monde, tu vois des chaussures Sarenza. Et ça, c'est accessible aux startups. C'est Facebook permet de le faire ou il faut d'autres outils? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est des plateformes différentes. C'est accessible. On crée son compte gratuitement sur Google Ads. C'est un budget publicitaire à définir. Et ce n'est pas des gros budgets pour quelques euros par jour. Avec surtout sur du retargeting, c'est pas besoin d'avoir des centaines d'euros par jour. Avec quelques euros, on peut déjà recibler ces audiences qui ont été assez loin dans le tunnel. Ce qui est plus cher, c'est de faire de l'acquisition, quoi. C'est booster, faire pousser sa vidéo à un maximum de personnes sur YouTube. Ça. Mais avec des petits budgets, on peut avoir des résultats intéressants déjà. Ok. Nicolas, est-ce que tu as d'autres questions? On va passer la main à... Nicolas. On passe la main peut-être à Benoît qui avait pas mal de questions aussi, puis après il y a Isaiah, je crois. Qui avait Benoît, je lui passe la vidéo. Ouais, attends. Allez. Benoît, je vois qu'il est en acceptation. Je vais couper. Oui, bonjour. Hello Benoît. Salut Benoît. Oui. Alors vas-y, je te laisse poser la question. Il y avait 2 trucs. Tu avais 2 questions, toi. Ouais.
Ah, bon, bah, il a plus de questions. Ah mince. Ok, alors. Attends, je le relance. Ah, ça a coupé? Ça a coupé, on dirait. Petit souci technique, désolé tout le monde. Ah, t'as mis Catherine aussi? Non, je vois en chargeant. Bah, il est parti, il est carrément parti, Benoît. Il doit se Il y a des problèmes de reconnecter. connexion. Ah, Sinon- sinon, c'est aux US là, en ce moment. Sinon, on avait qui? Alors, bah, en attendant Benoît, du coup, il y avait Isaiah qui avait posé une question de mémoire. Elle a créé une page Facebook, un groupe, un compte Instagram, un blog, mais elle ne fait pas encore d'ads et elle se demande quand commencer. Son appli n'est pas encore prête et elle commence mix publication contenu. Isaiah, est-ce qu'on peut te connecter? Est-ce que tu veux nous rejoindre pour que nous poser ta question? Dis-nous dans le chat rapidement, comme ça on. J'ai cliqué sur sa vidéo. Mais... Avant d'accepter, voilà. Donc on va t'ouvrir le. Ça marche moyen cet outil. Hein. Je clique, mais. Si c'est en cours d'actualisation, pensez bien à accepter les autorisations de vidéo. Alors Catherine, je peux lui répondre en attendant. Si on met pas 1000 à 2000 euros par mois sur Facebook, ça sert à rien de faire de la pub. Non, 1000-2000 euros, c'est déjà des beaux budgets pour des clients sérieux. Moi, j'arrive à... Effectivement, il y a un budget minimum pour faire... le tout, c'est d'avoir une bonne configuration et de pas... si on attaque des très grosses audiences et on n'est pas clair avec des petits budgets, ça va être compliqué. Alors, le problème, c'est que à partir de... faut 300 euros minimum, je dirais, quand on n'a pas trop de choses à tester. C'est le minimum vital. 300 euros pour quelle période de temps par 300 jour? euros par mois. 300 euros par mois. Okay. Alors, le truc, c'est que ça va aller beaucoup moins vite dans les tests. On va pouvoir faire beaucoup moins de tests en même temps, avec beaucoup moins de pubs en même temps. Et on va aller beaucoup moins vite dans les résultats. Et on ne peut pas avoir 36 campagnes en parallèle. Il va falloir simplifier la structure, sinon on ne pourra pas tout financer. Mais avec 300 euros, on peut déjà avoir des interactions intéressantes en amont et en like page, et commencer à envoyer sur sa page, voir ce qui se passe et sur son offre. Ça fait 10 euros par jour, tu vois. C'est le minimum. 10-15 euros, c'est le minimum. Ah, on a retrouvé Benoît. Alors, on a Benoît qui est de retour et on a Isaiah aussi qui est de retour. Donc bon, on va revenir sur l'ordre original. Benoît, vas-y, je t'en prie. Tu as eu deux questions. C'était comment améliorer son reach de mémoire et toi, tu as une population de marketplace à adresser. Moi, pas spécialement marketplace, mais en fait, moi, je vends des freelances et je fais du matching entre des besoins sur des projets innovants qui ont besoin de développement informatique et des freelances IT. Donc, j'ai lancé plusieurs campagnes emailing jusque-là. Et en fait, ça marche plutôt très mal. Ça marche pas du tout. Moi-même, je reçois plein de campagnes email et je sais pas comment me démarquer parce que j'ai l'impression que les gens reçoivent de plus en plus d'emails sur des campagnes marketing. J'ai essayé également sur LinkedIn. Donc là, je commence LinkedIn, donc je ne sais pas si ça va être mieux ou pas. Globalement, voilà. Alors, ma première question, c'est comment on fait pour démarcher des gens sur du B2B et sur des campagnes visant à vendre du service de type freelance IT et comment améliorer ses performances, notamment sur l'emailing et quels sont les meilleurs canaux, à ton sens, canaux d'acquisition quand on est sur du service B2B. Première question, tes campagnes emailing, ta base d'email, tu l'achètes quelque part? Comment ça je connais pas trop, ça marche comment? Oui, en fait, moi j'ai fait deux tentatives différentes. D'abord, je suis passé par un prestataire qui m'a pris 800 euros par mois pendant 3 mois. Et il a envoyé, je crois que c'était 2000 personnes contactées par mois. Et là-dessus, j'ai eu un contact sur 3 mois. Ah oui. J'ai eu un contact et le gars, il était intéressé par notre modèle, mais en fait, il n'avait pas de budget actuellement pour acheter. D'accord. Et c'est tout.
Et, et là, on a lancé une deuxième campagne. Donc là, on a récupéré notre propre fichier de contacts. Donc on a 500 contacts là, assez bien qualifiés puisqu'on est sur des DSI dans des PME. Enfin, voilà, on est plutôt sur des contacts qui devraient être intéressés par notre cible. Et là, pour l'instant, on a 0 retour là-dessus. Par email, pour la campagne email. Par email, ouais. Ouais, moi, je suis pas un expert LinkedIn. Je commence à en faire pas mal, c'est naturellement. Mais d'après le peu que j'ai vu, oui, après ce que tu me dis là, je pense que oui. Donc toi, tu as 2 cibles. Tu as la cible donneur d'ordre DSI, hein, grosso modo, et tu as la cible aussi Presta. Ouais. DSI, côté. Pour l'instant, je me concentre plutôt sur la vente côté donneur d'ordre, consommateur de services IT. D'accord. Donc, les DSI, les fondateurs de startups, et puis les directions achats dans les boîtes un peu plus grandes, quoi. Ouais, direction achat et et DSI. les services innovation. Je pense que c'est assez clair et que c'est côté LinkedIn que tu peux avoir des campagnes intéressantes, je pense, en jouant sur les profils, les posts, les noms des postes, les jobs, les titles, etc. Je pense que ça peut être... T'as commencé ou tu vas commencer ces campagnes LinkedIn? La campagne LinkedIn, en fait, je vais tester un outil là. À partir de demain, j'ai une free trial pendant 15 jours. 15 jours, 3 semaines. Et je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est un bon outil et je vais voir ce que ça donne. Comment ça s'appelle? Neodeal. Neodeal, d'accord. J'avais aussi dans mon scope, j'ai Prospecting qui revient souvent dans mon scope, dans les outils efficaces. Hein? Ouais, c'est à peu près la même chose. Prospecting, Neodeal, c'est un peu le même outil. Il fait partie de ces différents outils pour aller retargeter. Tu as, je crois aussi, si tu veux relier avec les emails derrière, tu as plusieurs autres outils comme... la grosse machine qui a l'air pas mal aussi. La grosse machine? Ouais. D'accord. Okay. Moi, ça... Growth, comme croissance en anglais. Growth machine. Ouais. Voilà. Il y a plein d'outils comme ça. Ah, growth machine, ok. Ouais, et pour les cibles DSI et direction des achats, je pense que ça peut être très bien. Après, si tu vises aussi les fondateurs de start-up, là, sur Facebook, ça peut être intéressant en ayant... tu as fait des campagnes Facebook? Pas sur cette start-up. Mais effectivement, avant, j'avais fait des campagnes Facebook ultra ciblées et j'avais bien aimé les outils Facebook. Alors là, c'était quand? 2016-2017. Parce qu'aujourd'hui, alors justement, petit point intéressant, justement sur le ultra ciblage, aujourd'hui la tendance c'est plus ça. Ça fonctionne de moins en moins l'ultra ciblage, de définir intérêt machin, croiser avec intérêt machin et avoir des audiences de 20 000 personnes ou 50 000 ou 100 000. Ça fonctionne très très bien et quand ça marche, ça s'épuise très vite. Et la grosse tendance dans les Facebook Ads aujourd'hui, c'est d'avoir des audiences de plus en plus grosses, voire 1 million, 2 millions, 3 millions. Il y a quelques années, il y a 2 ans encore ou 1 an, je disais c'est n'importe quoi de faire plus d'1 million. Aujourd'hui, c'est courant et on a des super résultats. Aujourd'hui, la tendance, en fait, c'est d'élargir le ciblage, de donner du grain à moudre en fait à l'algo Facebook, à l'intelligence artificielle, qui est de plus en plus performante, et de se concentrer en fait sur les créas, sur les publicités, faire des messages hyper bien foutus, qui accrochent, des images, des vidéos, des créas exceptionnels. Bon, c'est la tendance de la publicité chez Facebook. Ils veulent simplifier en fait. Ils veulent simplifier au maximum l'outil publicitaire pour que de plus en plus de monde puisse s'y mettre et se concentre en fait sur ce qui est vraiment important, c'est le message, c'est la publicité. Donc ça veut dire qu'il faut pas mal travailler la page Facebook de la société, quoi, si on veut. La page Facebook, oui, mais je dirais surtout le site, la landing page sur laquelle on envoie le trafic des campagnes. Mmh. Okay. Et les messages, le copywriting, ça qui est vraiment important. Ouais. Aujourd'hui, les audiences, ça fait
on fait des gros volumes, on peut avoir des super résultats. Du moment que les créas sont très bonnes. C'est les créas qui vont en fait extraire les bonnes personnes dans le pool, naturellement. Et du coup, Instagram, alors Instagram, pour le coup, je suis complètement novice. Mais on me dit que c'est souvent, enfin, c'est mieux que Facebook, en fait, dans beaucoup de cas. Alors, je sais pas si ça peut être mon cas, mais... Ça dépend du business. En e-commerce, j'ai un client dans la mode, on est à fond sur Instagram plus que Facebook, et on a des super résultats. Après, ça dépend du business. Dans ton business, je suis pas sûr que Instagram soit plus important que ça. Faut pas le mettre de côté trop, mais je pense que c'est pas une priorité, je pense, pour toi au début. Je crois que c'est Oussama Hamar, justement, qui dit il a abandonné son compte Facebook et maintenant il communique que sur LinkedIn et Instagram. Moi, j'ai des bons résultats avec Facebook pour certains business et pas plus sur Instagram. Ça dépend de. Alors, ils sont en train de développer vraiment les outils de paiement directement dans la plateforme Instagram. Le shopping, c'est sorti aux États-Unis, ça va arriver en Europe. Il n'y a pas de. Non, pour moi, ça dépend vraiment du business où on est et j'ai pas vu des différences flagrantes. C'est bien de travailler les deux, sauf si vraiment on est dans un business particulier. Voilà, on est dans la mode à fond et même la mode, j'ai des résultats, des très bons résultats sur Facebook, sur la page Facebook, sur du côté Facebook autant qu'Insta, des fois, parfois. Donc voilà. Ok. Merci. Bah, de rien. Et où François-Alexandre, on l'a perdu. Ah, il est là. Mais peut-être du coup, caché. Du coup, je vais essayer de rebondir avant de passer à Isaiah qu'on doit recevoir. Ouais. Peut-être aller justement un peu plus loin là-dessus. Notamment, moi, ce qui m'intéresse, on a commencé à parler des outils très B2B. Donc, il y a, pour moi, un truc qui est important, c'est comment est-ce qu'on s'organise par rapport à la pub qu'on peut vouloir faire via Facebook, via Google Ads, via n'importe quelle plateforme du genre. Comment on s'organise opérationnellement parlant. Et derrière, quels sont les conseils que tu pourrais nous apporter sur les différentes manières d'adresser tout ce qui est B2B. Donc, il y a le B2B plutôt grand compte, le B2B plutôt PME, le B2C, notamment quand tu es en e-commerce. Quelles sont un peu les grandes différences d'approche à avoir sur ces différents segments et comment tu t'organises pour quand tu souhaites aller toucher ces personnes? Je vais pas mentir, hein, j'ai pas énormément de clients en B2B pur. Ce qu'on a fait, c'est assez simple, c'est en général 9 fois sur 10, on a été focus sur LinkedIn Ads quand on est en B2B. Ça a été voilà, on a commencé des fois en Facebook Ads, mais on n'a pas vu des gros résultats, il y a beaucoup de touristes et c'est pas la bonne cible. Je sais qu'il y a d'autres techniques, mais là, il faut avoir du budget. C'est d'aller, on peut aller chercher du volume sur d'acquisition de prospects sur Facebook Ads, et après extraire à travers le lead magnet, à travers la landing page, extraire les bonnes cibles, les DSI, les donneurs d'ordre, les directeurs d'achat, etc. à travers les lead magnets et à travers derrière la séquence email, à travers le recontact téléphonique, etc. Différentes techniques. Mais pour ça, il faut avoir du budget pour pouvoir cibler, faire du volume et pouvoir extraire derrière les bonnes personnes qui, voilà, l'aiguille dans la meule de foin. Mais en général, je conseille d'aller directement sur LinkedIn. Les coûts d'acquisition donc sont plus chers pour générer un prospect, mais en général, c'est beaucoup plus qualifié vu que on cible pas large, on va directement cibler une personne qui a le titre de directeur informatique, les personnes qui sont dans tel domaine, etc. On va aller plutôt droit au but. Et en B2B, je pense que c'est assez bon. Mais je suis pas un expert LinkedIn, je suis honnête. Donc à tester, à vérifier. Et au niveau des outils, c'est lequel le plus simple? C'est Facebook Ads ou ça va être LinkedIn Ads? C'est pas terrible du tout LinkedIn Ads au niveau de l'outil. C'est pas très intuitif du tout. Alors,
Facebook Ads, j'ai l'habitude, donc et au début, c'est sûr que c'est pas super. Les deux demandent une prise en main. C'est il faut rentrer dedans et au début, ça peut être bien quand on a du mal à rentrer dedans. Ça peut être bien de se payer une petite formation en ligne. Moi, je conseille. C'est comme ça que j'ai démarré en 2016. J'ai acheté une petite formation à 200 balles pour comprendre le business manager, comprendre voilà le setup, la préparation. Et c'est un super investissement. Ça permet de rentrer dedans et de comprendre voilà qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qu'il faut faire attention. C'est important parce qu'on rentre pas comme ça tout seul intuitivement. Tu aurais un exemple de formation là, tu me dis une petite formation comme ça qui serait intéressante que tu recommanderais particulièrement? Je recommande deux formations de mes amis Joseph Dogno qui dirige Neomédia, qui est expert Facebook Ads comme moi et qui a une super formation, allez la voir, et qui a un super podcast aussi. Si tu as le lien, ça serait je vais le mettre dans le chat. Je connecte Isaiah avec qui on a promis de répondre à ces questions. Normalement, bonjour. Ça devrait marcher, elle m'a dit. Bonjour Isaiah. Vous m'entendez? Enfin parmi nous. Donc vas-y, pendant que Miguel cherche son lien, je te laisse lui poser ta question et lui expliquer ton contexte. Ok, alors moi je crée une marketplace dans la beauté en fait. Ouais. Et donc du coup, j'ai deux cibles qui sont les prestataires et les clientes. Sauf que ma marketplace, c'est aussi un réseau social. Donc c'est les deux. C'est un réseau social couplé à une marketplace. Donc un peu un Instagram avec un achat ou un Facebook avec les achats à côté. C'est ça. Réseau social, tu peux préciser, il se passe quoi sur réseau? C'est comme sur un Instagram avec un système de like, de suivi. C'est basé sur la photo en fait. Okay. Et en fait, de la même manière, le système de réservation est basé sur de la photo. C'est réservation de quoi? Beauté. Beauté, d'accord. Et voilà. Et quel est le? C'est pas un problème? Pardon? C'est pas un souci? Ah non, c'est pas le souci. D'accord. Okay. C'est que du coup, en fait, en termes de stratégie de marketing, donc là, on est encore en train de finaliser l'application. Donc, comme je le disais, on a un groupe, on a une page, on a déjà pas mal d'outils déjà de créer. On n'a pas encore créé de campagne. Et justement, pour créer les campagnes, sachant que j'ai plusieurs cibles, puisque du coup, je vais avoir des prestataires plus les clientes. D'accord. La première question, c'est est-ce que je commence déjà des campagnes marketing avec des publicités payantes avant que le produit et que l'application soient totalement finis, ou est-ce que déjà j'attends que le produit soit fini avant de pouvoir commencer ces campagnes? Ça, c'est la première question. Ok. Oui, vas-y. Oui, c'est la deuxième question, en fait, du coup, c'est à partir du moment où l'application est terminée, est-ce que je lance séparément des campagnes de notoriété et ensuite des campagnes de trafic et de conversion, ou bien est-ce que je fais le tout en même temps? Déjà, tu as un site, c'est ça? Tu vas avoir un site web? J'ai un site, oui. Est-ce que tu as une landing page? Oui. Ok, super. Pour les deux, du coup. Donc, pour une landing, avec plusieurs pages. En fait, pour tes prestats et une landing pour tes clients. Très bien. Donc, ça, c'est génial. Après, tu peux commencer. Alors, ça dépend de ton cash, des moyens que tu as, de ton budget. Ça peut être intéressant. Si plus tôt tu commences et plus vite tu iras et plus tu pourras tester, valider un peu ce qui se passe et affiner, quoi. Donc, plutôt que d'attendre d'avoir le produit fini, moi je conseille de commencer à vendre, commencer à récolter des leads avant même que le produit soit prêt, parce que souvent on fait un produit et on a plus ou moins c'est pas le produit parfait tout de suite, la V1. Ça va y avoir beaucoup d'itérations. Donc ça peut permettre de commencer à avoir des feedbacks, commencer
à poser des questions, à commencer à engager la conversation, avec créer la communauté. Après, tu vas pouvoir identifier aussi là dans le cas de la marketplace, tu vas avoir peut-être une des deux cibles qui est plus difficile à acquérir que l'autre. En général, sûrement non, je sais pas, il y a pas de il faut commencer à identifier quelle est la cible qui va être la plus difficile à attirer, quel message il va falloir mettre en avant. Non, il n'y a pas de bon moment, faut y aller quand on peut. L'important c'est de commencer à tester. Faut pas faire le lancement 6 mois avant, bien sûr. Mais si ça arrive, si ton produit sort dans 1 mois, 2 mois maximum, ça va. Les gens les gens passent vite à autre chose, hein. Mais bon, si t'as ça permet de mesurer la température, quoi, de voir un peu est-ce qu'il y a des gens intéressés, est-ce que voilà, il y a un marché mon marché, je l'ai bien identifié. Voilà, ça permet d'avoir de l'information en amont. Et l'important, landing page, bien calé avec le pixel et voir ce qui se passe sur tes messages. Ça, la base pour pouvoir commencer à B-tester. D'accord. Et par rapport du coup aux étapes de la stratégie de communication, est-ce que je fais des messages notoriété uniquement et ensuite je fais des messages de conversion ou bien... Non, pour moi là c'est un teasing. Là tu fais un teasing de la sortie du produit qui va arriver. Ça marche bien en marketing digital. Marketing, c'est soit les premiers. Notre produit, notre service va arriver, soit les premiers à le découvrir, à l'utiliser. Il y a une liste d'attente, tu vois. Les places sont limitées, tu vois. Faut jouer sur ça. D'accord. Enfin, sur les pros, ça je le fais pour du recrutement par exemple, mais je fais plutôt de la bande là. C'est vraiment, on communique en one-to-one avec les prestataires. Pour leur dire soyez les premières connectées, vous aurez du coup plus de clientes, etc. Le problème que je vois, moi, que j'observe par rapport à la beauté, c'est que c'est des publics qui sont très sollicités et donc elles sont très impatientes sur le résultat en fait. Donc j'avais déjà fait parce que du coup j'ai un groupe où est-ce que j'ai 1000 personnes. Et j'avais déjà fait un peu du teasing pour voir ce que ça donnait. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'elles sont très réactives. Par contre, si vous leur dites de faire quelque chose de plus actif, parce que c'est maintenant aller regarder ça tout de suite, elles sont plus réactives à ça que sur ça va venir. Il faut qu'il y ait vraiment une valeur, la valeur produit. Il faut montrer un bénéfice énorme. Oui, il faut qu'il y ait un minimum de bénéfices. Il faut que ça interpelle et on voit le bénéfice et on se dit ah ouais c'est le truc qu'il me faut. Oui, là je l'attends. C'est vrai que on est surchargé d'informations, on est ultra sollicité. Moi ce qui me vient là déjà, beauté, c'est plutôt féminin ta cible. Oui. Voilà, beauté féminin. Pour moi c'est, j'ai une stratégie Instagram à fond. Et tu as une stratégie pour les influenceurs aussi? Non. J'avoue que alors j'ai un compte Instagram, mais à la base, personnellement, je suis pas très réseau social. Et comme je suis la seule à traiter le marketing. C'est bête. Moi, je crée mon réseau social parce que je suis pas très réseau social. Je crée mon propre réseau social. C'est que mon propre réseau social a un côté pratique. Je ne vois pas le côté pratique sur Instagram. J'ai beaucoup de mal. C'est l'image. Ouais, c'est ça, c'est l'image en fait. Donc du coup, j'ai du mal avec Instagram. Tu fais un business dans la beauté, si t'aimes pas Insta, je pense que ça va être un petit souci. Et pourtant, sur les autres réseaux sociaux, en fait, mais j'ai oublié de dire, Pinterest, du coup, j'ai aussi un compte Pinterest. Et du coup, j'ai quand même essayé de travailler sur comment est-ce que je pouvais faire
comment dire, rentabiliser tous ces réseaux entre eux. Et en fait, Pinterest a beaucoup de vues. Le compte Pinterest a beaucoup de... Je connais pas Pinterest, mais j'ai eu des bons échos dessus. Ouais. Et justement, je ne sais pas ce que ça équivaut encore sur de la conversion, parce que du coup, j'ai pas encore fait j'ai pas fait les pixels, j'ai pas fait tous les chemins, j'ai pas tout relié entre eux encore. Mais du coup, je voulais essayer de faire le lien entre Instagram, Pinterest et Facebook, en fait. Le problème des plateformes tierces, plateformes externes, c'est que tu vas pas forcément poser le pixel Facebook, quoi. Donc, tu peux envoyer des gens vers une page externe, comme Amazon, Pinterest, tout ça, mais il y aura pas, le tracking va s'arrêter là. Il y aura pas d'informations. Après, tu sauras pas si la personne a vraiment regardé la page, consulté, visité. Donc, ça peut marcher, mais ça sera limité. Donc, le pixel, c'est uniquement sur la plateforme Facebook en même. Le pixel, c'est un bout de code que tu installes sur des pages où tu as la main, sur ton site internet et landing page. Mais il est lu par qui? Par Facebook? Oui. C'est un échange d'informations. Avec Facebook uniquement? Avec Facebook, ouais. D'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Chaque plateforme a son pixel, Google a le sien, et tu le rajoutes. Sur les différents outils, tu as toujours souvent, c'est avant pour ceux qui font du HTML, c'est avant la body, la fin du body, en page. Et non, c'est justement ça, en footer. D'accord. Et souvent, si tu utilises des outils type Strikingly, Weebly, ou je sais pas, ou même Shopify, les choses du genre, en général, ils ont prévu une section où tu peux ajouter en bas de ta page le pixel. Donc souvent, c'est en générique d'ailleurs, en haut. Mais voilà. Et du coup, en vous écoutant, Miguel, l'important du message aussi, vraisemblablement, de l'importance de son marketing. Comment est-ce que on fait de l'A/B testing, je suis d'accord. Comment est-ce que tu as des bonnes pratiques justement pour arriver à bien définir le meilleur message possible sur son LinkedIn, sur son Facebook, le meilleur pour la création de contenu, message possible, voilà, qu'on puisse avoir pour que ça convertisse. Est-ce que tu as des bonnes pratiques sur ce funnel-là? Alors, c'est un message à la fois, pas deux, pas trois, pas vouloir dire trop de choses. Donc, un message bien précis. C'est des règles du copywriting. Les grandes règles du copywriting, c'est un message unique à la fois. Après, valeur perçue, c'est projection. Par exemple, je fais une formation en ligne. Dans quel état je vais être après avoir fait la formation? C'est le mieux. Ce qui est le plus important, c'est pas de parler de la formation qui demande un effort, qui est le truc chiant, quoi. Il faut passer du temps, il faut dépenser de l'argent pour acheter le produit, pour acheter le truc. C'est pas ça qui est important, qui est intéressant. C'est au contraire, là, ça fait fuir ça, ces messages-là. Il faut projeter notre prospect, notre utilisateur, dans une fois qu'il a acquis notre produit et il a utilisé notre service. Dans quel état il va être, quelle émotion? C'est très émotionnel, voilà. La priorité, c'est l'émotionnel. Il faut générer une émotion. On n'achète pas un produit parce que, voilà, c'est ce qu'il nous faut. On achète un produit parce que ça déclenche une émotion. Et donc, une émotion positive. Donc, c'est qui permet, c'est un produit, un service qui permet de se sentir mieux, de remplir de se sentir mieux, de se sentir bien, de faciliter les choses. Donc, voilà, projeter, c'est sympa. Alors, quand on a des témoignages, on a des utilisateurs, c'est super intéressant d'avoir des témoignages avant, après. Avant le produit, le service, j'étais comme ça, j'étais blablabla, j'avais un problème. Après l'usage du service, après avoir acheté ce produit, je suis comme ça, la preuve sociale. Ce qu'on appelle les UGC aussi, c'est super. Le User Generated Content, c'est les photos de nos clients utilisateurs avec le produit. J'ai un client avec une casquette haut de gamme. Il y a beaucoup de femmes qui se prennent en photo avec la casquette. Ou Instagram aussi peut-être là-dessus. Sur Insta aussi, ouais, ça c'est vachement bien. Ça c'est la preuve de la communauté, la preuve que ça marche, qu'on a des fans. Les fans qui nous font de la pub, c'est super fort, c'est super bon. Donc on les reprend, on les met en avant. Et
et voilà, projeter nos prospects voilà, dans l'étape d'après, une fois qu'ils ont acquis le produit, qu'ils ont utilisé le service, ils sont comment, ils sont en forme, ils sont joyeux, ils sont contents, ils ont maigri, etc. C'est d'abord moi j'ai un client par exemple, on fait des formations en ligne sur la musique gospel, et au début on montrait la personne qui joue de la guitare chez elle devant l'ordinateur, et en fait c'est encore plus puissant de même pas montrer l'ordinateur, qui est le moyen en fait, c'est juste le mécanisme. On s'en fiche. Ce qui est important, c'est montrer la personne qui s'oriente, qui s'éclate à jouer des morceaux de guitare alors qu'avant elle savait pas jouer de la guitare. Donc vraiment le résultat final, orienté résultat final, c'est ce que les prospects, nos prospects veulent voir. Et c'est ça qui déclenche l'émotion, qui donne envie d'aller, de regarder c'est quoi ce truc, comment ça marche, ça coûte combien. Okay. Une question sur le content marketing, justement sur la création de contenu. Par rapport aux objectifs de notoriété, d'après ce que j'avais compris, c'est que le contenu devait apporter de la valeur à la personne visée, à la cible. Par exemple, nous, on veut faire des articles, how to, en fait, mais pour de la publicité, on conseille plutôt de faire de l'image, en fait. Et donc, du coup, je me demandais, est-ce que quand je fais de la publicité, je mets en avant justement les articles, ou est-ce que je mets des images? Le how-to, ça peut être intéressant en retargeting. Et une fois que tu as accroché les gens, les prospects, ils ont regardé, ils ont consulté le produit, le service, en retargeting, là oui, en séquentiel par exemple, que je disais. D'accord. Là, on peut leur montrer un peu plus de comment ça fonctionne, comment ça marche, de choses, voilà, comment c'est le mécanisme. Là, ok, parce que la personne a déjà montré un intérêt fort. Ok. Voilà, c'est ce que je conseille. Okay. Merci. Ok. On va peut-être continuer un petit peu ce que tu en passes. Malgré tout, merci à toi, Isaiah. Merci. Salut Isaiah. Il y avait Truche. J'ai vu aussi Nicolas avant Truche. Nicolas. Qui demandait, parce que je pense que ça va être rapide. Ouais. Que je pense avoir la réponse. Comment faire du marketing sans dépenser? Parce que Nicolas, qui doit être un de nos fellows, a une app mobile freemium qui fait un très faible panier d'achat. Donc, comment est-ce que tu optimises comment sans dépenser, voire comment optimiser son budget au moindre frais? Sans dépenser, on fait de l'organique, on fait des posts Facebook, Insta, et on va atteindre 3%, 5%, 10% max, suivant le succès de nos créas. Par contre, pour acquérir les like pages, il faut générer du buzz, faut être super fort en content marketing sans dépenser. Il y a le SEO, donc le référencement naturel, en faisant des blogs, en faisant du contenu qui va être indexé par Google et qui va permettre d'amener du trafic. Alors, faut être dans un business, dans un produit pas trop innovant où il y a des recherches, parce que il y a deux catégories. Voilà, c'est soit on a un service, quelque chose qui résout un problème, et il y a des requêtes Google qui existent tous les jours. Donc là, c'est intéressant de faire des pages de contenu qui ciblent ces mots-clés, ces recherches, et naturellement, donc on va attraper les prospects qui font ces requêtes-là sur Google. Par contre, si on a un produit super innovant, ça n'existe pas, il n'y a pas de recherche Google. Donc là, on est obligé de faire de la publicité Facebook. Après, sans dépenser, à part le SEO, le référencement naturel. Après, il y a le hacking. Alors là, et pour les hackers, il y a des techniques, tout ça, mais sans dépenser, c'est difficile, c'est pas évident. Ça va aller moins vite, quoi. De Coutruche qui te demandait au bout de combien de temps peut-on lancer le retargeting? Il parle en termes de nombre de visiteurs pour nourrir le pixel, etc. Le retargeting, je le lance assez rapidement, 3-4 jours, une semaine max après le début des campagnes, de la campagne de trafic qui va amener des visiteurs sur la landing page, sur le site e-commerce. Et on peut commencer à retargeter 3 jours après le lancement des campagnes. On a déjà des premiers leads. Parfois, ça bloque un peu. Il faut attendre une semaine ou deux. Il faut
il met un peu de temps des fois à se déclencher la campagne de retargeting. Il faut qu'il y ait un minimum de personnes pour que ça se déclenche. Donc ça peut mettre un peu de temps. Il faut avoir assez de visiteurs. Donc ça peut être un petit blocage. Mais ouais, on peut lancer très vite. Ok. Alors, il y a François qui a beaucoup de questions d'un coup. François, est-ce que tu acceptes qu'on te prenne à la caméra pour que tu puisses poser tes questions? Ça sera plus simple pour nous. Répondre à la conversation, sachant qu'il nous reste un peu plus de 10 minutes. Donc, on va être très rapidement. Oui. Réponse courte. Ok. Je te retrouve tout de suite. J'espère que c'est le bon. Je crois qu'on a plusieurs. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Bon, c'est bon. C'est François Alexandre. J'ai l'impression que je suis dans une grotte sur Radio Free. Bonjour François. Salut François. Donc rapidement, tes questions que tu souhaitais poser. C'était ce que je mettais là dans le post que j'ai mis. Oui, savoir un petit peu, est-ce qu'il fallait vraiment matraquer, quitte à avoir des contenus un peu irréguliers, par exemple, reposter des choses qui sont des news un peu qui sont pas forcément très axés sur ce qu'on fait, mais pour occuper le terrain, ou est-ce qu'il faut essayer d'avoir la régularité peut-être une fois par semaine, ou je sais pas, une fois tous les 15 jours, et puis parler de son produit avec du contenu un petit peu plus ciblé, plus précis. Et voilà, est-ce qu'il faut occuper le terrain à fond, au maximum, ou est-ce que quelle est la cadence idéale quoi pour pas saouler les gens, parce que j'imagine que quand les gens voient tout le temps les mêmes choses, que ce soit le cercle proche ou un peu plus élargi, voilà, pour pas être trop intrusif, pour pas être tout le temps avoir l'impression d'essayer de gratter, quel est voilà, je sais pas quel est le conseil là-dessus. Et justement, ça me fait penser alors je vais répondre à ta question. Et d'abord, il y a un truc que j'ai pas dit dans le lead nurturing, dans l'animation des pages Facebook du compte Insta, c'est penser, j'apporte de la valeur. Soit je fais de la curation, j'ai trouvé des informations intéressantes dans mon domaine et je les repose sur ma page, donc je deviens une autorité. Ouais, je fais de la curation, donc ça apporte de la valeur, c'est chouette. Soit je donne des informations intéressantes, ou je donne des informations, j'explique des choses, je fais de la pédagogie, et parler et pas être pushy, voilà. On parle de son produit, de son service, on essaie de le vendre 20% du temps des posts, maximum, grand maximum. Donc 80% du temps, j'apporte de la valeur gratuitement. Donc ça, c'est déjà une bonne règle à essayer de respecter pour pas saouler les gens. Effectivement. Ensuite, oui, occuper le terrain pour occuper le terrain, c'est bof. Il faut avoir un minimum d'animation, sinon ça peut être un peu bizarre, mais il vaut mieux faire, moi je pense qu'il vaut mieux faire un post par semaine, mais un bon post qui apporte vraiment de la valeur, plutôt que de faire 5 posts par semaine et qui apporte pas grand chose. Après, ça dépend dans le business dans lequel on est. Nous, j'ai un client dans la mode et on poste, on a 5 posts par semaine, on a un post par jour et on poste des trucs sympas, nos utilisateurs, on poste les produits, c'est des produits sympas, chouettes et ça saoule pas on a des fans, on a une communauté qui est très fan, très engagée. Donc après, ça dépend dans le business dans lequel on est. Dans la mode, ça peut à part. Ouais. Après, toi, t'es sur quoi? C'est la musique en fait, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Nous en fait on a créé une solution qui permet aux gens de jouer à distance, de la répétition ou en orchestre, par internet en fait, en temps réel. Donc en fait les gens se connectent et puis jouent, voilà, donc en temps réel dans le réseau. D'accord. Ce qui est plutôt un produit innovant parce que ça n'existe pas pour le moment, on est dans les premiers à le faire. Et donc, forcément, avec le Covid, il y a eu beaucoup d'intérêt puisque les gens étaient bloqués chez eux et donc il y avait une espèce de viralité un peu plus facile pour nous. Et quand on mettait du contenu, ça se partageait bien. Là, avec le déconfinement, les gens forcément se sont un petit peu plus retrouvés entre eux et dans la vie réelle. Et nous, on a besoin de maintenir un petit peu ce flux d'intérêt. Et j'essaie de voir, parce que moi, je suis ingénieur du son, j'ai un studio, donc j'essaie de comprendre comment je m'occupe de la partie marketing. Donc j'essaie de voir comment je peux moi entretenir ce flux-là. Ton service permet de faire jouer des gens ensemble à distance. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est génial. Les valeurs de communauté, de partage, d'échange. Là, tu peux y aller sur la com. C'est des super valeurs, c'est un super service. Alors nous, on est en bêta. Pour le moment, c'est un service qui est en bêta test, donc qui est pas payant. Donc nous, notre but, c'est d'élever une communauté la plus large possible pour continuer de travailler avec les bêta-testeurs et ensuite ouvrir le service de façon commerciale plus tard quand le produit, on sent qu'il est vraiment mûr, quoi.
Là, Mais il est prêt, il fonctionne. On a une landing, on a un site, on a tout. Moi, je communiquerai sur, je pense que c'est assez innovant, donc je pense qu'il faut montrer que jouer en ligne avec d'autres personnes en ligne, faut expliquer comment ça marche un petit peu, mais surtout montrer que c'est montrer comment ça fonctionne et la connexion émotionnelle qu'il peut y avoir, l'impact émotionnel, voilà, c'est génial. Et pour les gens qui sont seuls, qui sont isolés chez eux, enfin il y a pas mal d'avatars, de cas, je pense. Je pense la com pour moi c'est ça, c'est de montrer différentes personnes comment elles peuvent voilà, suivant leur situation, pour que tes différents avatars puissent raisonner avec un post, chaque communication en particulier. Ouais. Mais t'as un chouette service, là, tu peux y aller. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est innovant. Ouais, c'est assez large en plus. Ouais. Donc, au niveau de la cible, ça peut parler à. Bon, c'est des musiciens principalement, évidemment, mais ça peut être des musiciens de tout âge, de tout. Et puis de toute la France. Ouais. Ta difficulté, c'est d'identifier ta cible prioritaire. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés, mais qui vont être un peu touristes. Et je pense qu'il faut que tu chopes les musiciens les plus engagés, qui vont vraiment utiliser ton service, qui sont fans, qui kiffent le truc, qui vont jouer tous les jours. Je sais pas. Et quand tu parlais tout à l'heure des influenceurs, tu as dit que tu ferais une parenthèse plus tard. Ce serait intéressant. Tu penses qu'on est des gens qui te présentent un petit peu, de faire des interviews, des choses comme ça, faire des. Là, je vois pas trop comme ça, mais moi, je dirais dans ton business vraiment sympa là comme ça. Moi, j'irais contacter des influenceurs, des gens qui sont dans le business de la musique et qui parleraient de ton truc gratuitement, tu vois, même sans payer. Moi, j'ai des clients comme ça qui cartonnent et qui ont contacté des influenceurs qui avaient un super produit et qui leur ont donné le produit dans la mode ou autre. Mais voilà, il y a des gens comme ça, ils vont parler de toi, ils sont prêts à parler de toi parce qu'ils adorent ton truc. Donc, faut pas hésiter à commencer à checker. Dans l'affectif, ouais. Ouais. T'as un produit, un service qui a l'air super cool. Ouais. Donc, je pense que tu peux y aller, hein, sans trop dépenser, voilà, d'avoir des grosses dépenses marketing. Je pense que tu peux avoir des résultats. Ouais, parce que pour le moment, on dépense rien. On a fait quelques vidéos, on a pris quelques groupes qui ont bien voulu participer, se prêter au jeu, et on a fait des lives comme ça en temps réel, diffusés sur Facebook, live. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas dépensé encore, on n'a pas de budget marketing, puisque forcément on n'est pas c'est pas un site commercial pour le moment. T'as fait les reposts que je voyais sur TF1 pendant le confinement, là, des orchestres qui jouaient en simultané ensemble. Un petit peu, ouais. Alors nous, ça ressemble un peu à ça, sauf que nous, c'est du temps réel, c'est pas du chacun son tour et ensuite c'est monté. Mais ouais, on a joué le jeu de reposter, mais c'est vrai que ça chaque fois ça a moins d'intérêt. On a l'impression que les gens prêtent moins d'attention à ce genre de riposte que quand c'est du contenu vraiment généré par notre marque et tout, quoi. Après, il y a des gens qui trouvent ça sympa, mais qui sont pas tes clients. Donc, je pense que je serais vraiment focus sur l'émotion du mec qui joue et qui voit les autres. Je sais pas comment il marche ton truc, mais moi, je serais focus sur ça. Faut trouver la bonne cible, mais montrer la personne en situation et qui s'éclate, ouais, D'accord. Mais je pense que ça va être bien. Ça marche. Bah, merci. On va avancer un petit peu. Merci à toi, François. Merci à vous. Merci à vous surtout. J'ai vu qu'il y avait Truche, qu'il y avait encore d'autres questions. Truche, on va peut-être te mettre en ligne rapidement et puis après on ira sur des questions plutôt de conclusion. Si tu es d'accord, tu peux refuser si tu n'es pas d'accord. Bien sûr, mais pour gagner un petit peu de temps, je l'active directement. Bonjour à toi. Ça va, t'es pas le seul dans une grotte, Mickaël, ça va. Ah ouais, lui aussi. C'est ça. J'ai des questions concernant le marketing d'influence parce qu'en fait, du coup, je fais un petit peu d'e-commerce en dropshipping. Et je me posais pas mal de questions sur justement le marketing d'influence parce que on a vu je sais pas si vous avez vu le concours de Yomi Denzel qui a fait quand même un gros tabac un peu sur Instagram. Et on pourrait se demander si tout ça un peu ça va perdurer dans le temps puisque les gens ils sont pas dupes non plus. C'est quand même compliqué de se faire passer pour un ami, on va dire, de l'influenceur alors que c'est pas le cas. Est-ce que tout ça va perdurer en fait? C'est la question que je me posais en fait simplement. Je suis pas un expert de cette technique-là. C'était un concours de quoi? C'est un concours pour gagner. En gros, lui, il fait des formations en dropshipping. Ouais, je le connais vaguement, ouais, un petit peu. Oui. Et du coup, en fait, il a organisé un gros concours pour justement pour augmenter ses abonnés.
il a augmenté à peu près de 750 000 abonnés en une semaine, donc c'est énorme. Ouais. Bon, après, c'est pas des prospects, on va dire, qualifiés, mais bon, du moins, voilà, c'est quand même une Ah masse. oui, c'est intéressant, c'est un des points dont j'ai pas parlé. Alors, je vais répondre à ton point, mais ça me fait penser à autre chose. Sur l'achat de like page pour booster son compte like ou Insta, il y a beaucoup de services qui existent de hacking, donc pour passer à 10 000, 20 000, 50 000 likes. Vous faites une campagne en Côte d'Ivoire, vous allez vraiment exploser, il n'y a pas de problème. Ou vous achetez, voilà, ça va assez vite, c'est pas cher. Par contre, je déconseille fortement. Moi, je sais pas ce que je conseille parce que en fait, en apparence, ça fait crédible, mais en fait, c'est pas bon pour le pixel, pour l'algorithme Facebook derrière, parce que l'intelligence artificielle de Facebook se base sur tous les éléments de notre compte. Donc, entre autres, notre page, l'engagement, les personnes qui nous suivent, et donc tout ça, c'est des choses qui vont perturber le pixel et même qui est déconseillé par Facebook, parce que ça va l'induire en erreur et ça va pas aider à avoir des campagnes efficaces. Donc ça, je déconseille. Je préfère aller moins vite, mais trouver les bonnes cibles, les bonnes audiences, avoir plus de qualité, voilà, et moins de gros chiffres, mais avoir de la qualité. Et après, moi, ce que j'ai vu récemment, il y a des jeux concours. On fait des jeux concours encore pour un client, pour avoir des like pages, likez-nous, mettez des amis en commentaire, etc. Par exemple, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ça marche plus du tout en boost post. Ça marchait il y a encore 6 mois, 1 an. Aujourd'hui, c'est bloqué par Facebook, ça marche plus. Il interdit ça. Il veut vraiment du vrai engagement. Voilà, c'est la tendance. Donc, ce que je vois, voilà, dans la tendance, si je suis pas un expert dans ces techniques-là, un peu borderline, la tendance, c'est que vraiment Facebook veut bloquer ces trucs-là et qui faussent les chiffres, et Facebook veut promouvoir le bon contenu, le content marketing, voilà, qualifié avec les bons contenus, des bonnes images, rechercher, montrer de la valeur, avoir des bons messages, et pas chercher des techniques superficielles comme ça. Voilà. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que dès le départ, en fait, surtout quand tu fais du dropshipping, c'est que tu es obligé d'avoir une crédibilité dès le départ, en fait, et tu es quand même obligé de passer de 0 à 1, j'ai envie de dire, en peu de temps. Donc, en fait, ça peut être compliqué déjà de se créer quand même une communauté assez rapidement. Le dropshipping, c'est un business particulier. J'en ai fait un petit peu. Dans le cas de dropshipping, on peut s'acheter 1000, 10 000 likes parce que après, on est sur un business où, moi, j'ai vu avec un client, on fait une campagne de purchase direct et on est déjà ROS 5, 6. On est sur des coûts, quoi. C'est des coûts, des produits. Il y a un produit qui sort et on va faire des coûts très ponctuels et ça peut. On n'a pas besoin de construire un truc à long terme. Oui, effectivement, dans le cas du dropshipping. Il faut que ça aille vite, en fait. C'est un peu particulier, ouais. Mais oui, après, c'est vrai que c'est pas du long terme, c'est du court terme ou du moyen terme, mais ça va. Pour construire une vraie marque, c'est. On peut faire ça quand même, de construire une vraie marque, parce que c'est quand même fini le drop où justement c'était juste un produit, voilà, il n'y avait pas forcément d'image de marque et tout. Donc là, quand même, il y a au moins un semblant de marque qui est obligé d'être là. Donc, après, je suis pas sûr qu'il y ait. Après, acheter des likes pour la page, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent une pub et qui sont intéressés par le produit, qui vont aller voir pour s'assurer qu'il y a un minimum de likes sur la page. Il y en a sûrement quelques-uns, et je suis pas sûr que la majorité des gens arrivent sur. C'était obligatoire vraiment d'afficher des gros chiffres sur les pages Instagram, sachant qu'est-ce que vraiment, les gens vont dessus directement, quoi. Mais bon. Je sais pas trop. Il faudrait tester exactement, mais voilà. Merci. J'espère t'avoir aidé un petit peu. Merci à toi. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question en particulier? Et puis, moi, du coup, je vais Catherine qui a une question. Ah, dynamite. Et j'avais dit qu'on devait faire un petit peu sur le e-commerce. Et Catherine, elle a un bien physique et potentiellement du e-commerce. Alors, plutôt que de te laisser écrire, Catherine, je vais t'ajouter. Normalement. Voilà. Hello, Catherine.
Salut, bonsoir. Catherine. Donc, oui, effectivement, en fait, moi, j'ai une marque de maquillage biologique et naturel avec une première gamme de rouge à lèvres. Donc là, actuellement, je fais face à pas mal de gens au Covid, mais en plus au masque. Donc, mon produit ne se vend pratiquement plus. Et là, j'ai fait des pubs Facebook. J'ai remarqué que j'ai mis plus de sous. Le nombre de clics a baissé, mais j'ai l'impression de payer plus pour le clic. Genre, j'ai mis 20 € et j'ai eu 10 clics. Comme ça, je peux pas te dire. Il y a plein de paramètres à regarder. T'as changé les créas, les audiences, non, t'as pas touché? Non, j'ai pas touché. Et c'est plus cher par rapport à quelle date? Par rapport au Covid? Par rapport, ouais. Ah bah en fait, j'avais fait une session pendant le confinement même. Ouais, c'est normal. Il y a eu un arrêt complet, très important des annonceurs pendant le confinement. Comme tout le monde était paniqué, se disait qu'est-ce qui va se passer, c'est la fin du monde. Donc tout le monde a arrêté les pubs. Il y avait une seule actualité, c'était le Covid. Et ça, pendant les 2 premières semaines, mi-mars jusqu'à début avril. Et après, les annonceurs ont commencé à reprendre, mais ça a vraiment repris au déconfinement. Les annonces. Moi, j'ai vu les coûts d'annonce, le CPM commencer à remonter. Mais pendant le confinement, c'était du délire. Les coûts, ils étaient incroyables, quoi. On pouvait faire de la pub pour pas grand-chose. Hein. C'était génial, comme au début. Et donc, c'est normal que ça soit plus cher aujourd'hui. Mais du coup, en fait, là, actuellement, je sais pas comment établir une stratégie marketing digitale. Car je peux pas dire aux gens ne portez plus de masque. Faut acheter le rouge à lèvres. Non, mais quand on est restaurant, on enlève le masque. On peut montrer son rouge à lèvres. C'est ce que je dis aux gens, mais il faut montrer une jolie fille avec son rouge à lèvres à table qui enlève son masque et là on voit le rouge à lèvres. Ah, waouh, il peut y avoir un truc comme ça. Après, c'est pour moi t'es sur du rouge à lèvres bio non toxique, donc c'est ça ton credo. Oui. Faut que t'ailles chercher les personnes qui sont sensibles aux bons produits écolos, qui ils veulent pas de produits toxiques partout autour d'eux dans ce qu'ils utilisent. Donc moi, tes messages, c'est ça, c'est parler de la toxicité de la majeure partie des produits de rouge à lèvres, et que toi, non, t'en as pas. Pour moi, c'est ton truc, et ton avatar, c'est ce qu'il recherche. Il faut pas se disperser dans trop de trucs, mais moi, il faut que tu martèles ce message-là. Après, il faut que tu poses. Il faut que tu poses t'as un site web et t'as combien de produits? j'ai une gamme de 7 produits, de 7 teintes. 7 produits. Et e-commerce, ce que je disais tout à l'heure, donc Pixel, c'est un WordPress? Ouais. Et le Pixel est bien calé? Oui. Avec tous les événements, ajout panier, checkout? Normalement, oui, c'est bon. Combien d'étapes le checkout? 2. Ok, ça va. Retargeting? Il faut que je le fasse. En fait, tout à l'heure, tu m'as donné une idée de prendre ma emailing liste, pour le mettre dans Facebook, pour ensuite retargeter les personnes qui sont susceptibles de ressembler à... En fait, c'est pas ça, je pensais. T'as combien de personnes dans ta base email? J'en ai 600. Ouais, c'est un peu juste. Mais là, tu peux faire de l'audience similaire avec ça. Ça, c'est intéressant. Du lookalike. Et après, moi, je pensais à retargeting, c'est est-ce que tu recibles toutes les personnes qui ont exprimé un intérêt, qui ont vu un produit? Il faut que je le fasse. En fait, j'ai du mal avec les vocales, donc il faut que je le fasse. Et ça, c'est capital, c'est essentiel. Si tu veux rentabiliser, faire un minimum de ventes pour rentabiliser tes campagnes, c'est retargeting. C'est entre 80 et 90% des ventes en direct. Les ventes en direct, c'est 10%. 90% des ventes, c'est le retargeting. C'est remettre le message plusieurs fois, plusieurs messages, du séquentiel. C'est le retargeting en e-commerce. C'est la clé. Il faut être obsédé du retargeting. Ok, ça va. Voilà, t'as une piste. Merci beaucoup. Merci Catherine. Salut Catherine. J'en profite pour faire une aparté parce qu'il y a on a eu une question intéressante et importante de Julien dans le chat. Vous pouvez la regarder à côté. C'est notamment quand vous êtes sur du B2B en l'occurrence et que vous voulez aller prospecter de manière plus ciblée. Ça, je vais pas trop en dire parce que je pense que, mais ça peut me faire l'introduction sur mes 2 dernières questions, donc c'est bien. Parce que ça, je pense que ça sera l'objet d'une session vraiment particulière. Il y a plein de vidéos sur Internet intéressantes
C'est une session qu'on va vraisemblablement remettre dans SLP l'année prochaine parce qu'on a un peu moins, qui est comment se constituer ces listes de prospects, hein, tout simplement, et comment après les engager, pour la suite. Typiquement, je vous donne juste le schéma donc que j'ai donné à Julien, je le redis là. Vous avez donc Sales Navigator, c'est un super outil pour ça. Vous pouvez aussi, également, si vous êtes sur du B2B ou sur autre chose, vous pouvez construire des groupes Facebook. D'ailleurs, ça peut être une bonne question aussi, c'est comment on articule avec ces groupes Facebook. Vous avez un outil qui s'appelle Phantom Buster, par exemple, il y en a d'autres, je crois, qui vous permettent de scraper après les gens qui sont dans votre liste sur Sales Navigator ou dans votre groupe Facebook ou dans un Slack que vous auriez créé, parce que on peut faire de l'acquisition via de l'engagement aussi, comme ça, avec un Slack un peu client. Et une fois que vous avez ces listes de contacts, il y a d'autres outils dans lesquels vous pouvez balancer vos listes. Donc pour en citer quelques-uns, Cold CRM, Find That Lead, Drop Contact. J'en ai identifié une dizaine, je crois, côté Clavitra. Vous pouvez les envoyer. Tous n'ont pas le même reach de numéros. Et ça vous fait vos listings pour après les mettre dans vos systèmes de sales automation, type Lemlist, HubSpot et compagnie. Et donc ça me permet de faire une transition parce que donc on a beaucoup parlé de l'outbound marketing, donc ce marketing qui consiste non plus à aller chercher le client, mais à faire venir le client à soi via des contenus. Et donc le pub ads sont un élément essentiel de ça. HubSpot, tous les outils de sales automation, de marketing automation. Toi, Miguel, comment est-ce que tu as l'habitude de travailler avec ça? Qu'est-ce que tu peux conseiller pour pouvoir enchaîner ces différents outils et les bonnes pratiques? Tu parles des séquences email quand on a capté un email, par exemple? C'est ça, ou alors je pense aussi à HubSpot qui permet, il y a des outils un peu équivalents, mais qui te permet, je sais que un peu en complément de Hotjar, quand le mec vient sur ton site, quand il s'inscrit, tu sais ce qu'il a vu. C'est une grosse usine à gaz fantastique, hein, HubSpot. C'est un CRM, enfin, il fait tellement de choses, ça peut être aussi très cher. Il y a des réductions avec SLP ou avec je tiens à le dire, ça a été un grand débat la semaine dernière. Génial. Je suis pas un expert HubSpot, je commence tout juste à l'utiliser, on commence à le tester, à le brancher pour des clients ou de clients. Il y a Pipedrive aussi qui est en CRM, qui est un peu plus light. Il y a différents outils. Je peux surtout parler du marketing automation sur les séquences email. Une fois qu'on a capté donc un email prospect sur une landing page sur le site. Donc après, on envoie une séquence, un email par jour, pendant 10 jours par exemple, une semaine avec 10 emails. Il faut pas hésiter à envoyer les emails tout de suite, donc J0, J1, J2, parce que si la personne est pas intéressée, c'est pas grave, elle va se désinscrire. Mais il faut relancer, il faut réchauffer, envoyer des emails chaque jour. Et moi, j'utilise simplement alors Mailchimp, j'utilise plus. Il m'énerve Mailchimp parce que on peut faire de moins en moins de choses et c'est de plus en plus payant. Puis c'est pas si pratique que ça. Moi, j'utilise plutôt. Il bloque vite aussi. Ouais, moi j'utilise Sendinblue maintenant, le français, Cocorico. Mailjet aussi qui est français. Mailjet, Cocorico aussi, top. Et voilà, une petite séquence email déjà, c'est super important. Et voilà. Et après, il y a c'est déjà la base. Déjà commencer par une séquence email quand vous démarrez. Un truc simple. Déjà, faire des bons emails qui sont un bon copywriting, c'est déjà du taf. Et puis après, à la fin de la séquence email, vous n'oubliez pas de faire un push vers votre offre, votre service pour l'essayer et l'acheter. Ah oui, j'ai oublié un truc super important avec le retargeting. Il y aura encore 2 heures de webinaire à faire. On fait des sessions de 3 heures à essayer de faire là-dessus et c'est pas sûr qu'on fait des webinaires derrière. Tu vois. C'est ça. Le code promo en e-commerce, ça c'est pour, j'ai oublié son prénom, la jeune fille qui était avec nous. Oui, pour les rouges à lèvres. Le code promo, le petit code promo, 10%, 15%, qui fait plaisir. Ça fait le job. C'est énorme en e-commerce. C'est l'incentive qui permet de dépasser la douleur de sortir la carte bleue et de devoir donner de l'argent. C'est une douleur quand même, faut pas l'oublier. Et donc, les Américains, ils le font tout le temps, ils sont très forts pour ça, ils ont tout le temps des promos. Mais vraiment, le petit code promo, voilà, c'est rien et ça permet de faire des conversions. Et un client acquis est un client qui va répéter. C'est un client. Ça coûte cher d'acquérir un client, mais après,
c'est un client, si on a un bon produit, un bon service, c'est un client à vie, à très long terme, et c'est là qu'on va vraiment gagner de l'argent pour son business. C'est le repeat business, c'est les nouvelles collections, les nouveaux produits, les nouvelles fonctionnalités. Et là, le client acquis, il va racheter, il va monter la souscription, etc. C'est là qu'on gagne vraiment de l'argent. Mais effectivement, au début, pour acquérir un client, il faut dépenser un certain budget marketing. Mais voilà, donc le code promo, capital, le petit code promo qui va bien. C'est quand on est dans le service, la petite offre d'essai, les 7 jours d'essai gratuits, tu vois, voilà, faut pas hésiter. Le livre blanc à télécharger ou le... Après, le livre blanc, ouais, sur le lead magnet, oui, voilà, donner des petits cadeaux pour donner, voilà, ça. Faut donner de la valeur avant d'en vendre. Voilà, alors ça, c'est en amont encore, c'est pour capter un email dans sa landing page, il faut donner quelque chose en échange. Donc, on demande pas ah oui, ça, je l'ai oublié, ça aussi. On demande pas, mais c'est général. Donnez-moi votre email, donnez-moi votre email. Voilà, on demande pas un email comme ça, même pour la newsletter. On dit quelle est la valeur que la personne va recevoir. Donner un email en échange du livre blanc, etc. Il faut, ça, c'est une douleur. Voilà, c'est pain versus value. Toujours être obsédé. Pain versus value. Qu'est-ce que je demande? Quelle valeur je peux apporter à mon prospect, à mon client, en échange de l'effort que je lui demande. Donc, toujours être obsédé par ça. Et du coup, est-ce que tu as un genre de petit hack et puis je vois que le temps file, donc je vais vite arriver à ma fameuse question de conclusion. Est-ce que tu as un petit hack, tu sais, avec, je sais pas, un Zapier ou un IFTTT qui permettent de connecter un peu tous ces outils, que ça soit les séquences de mails sur Lemlist ou sur Mailchimp et compagnie, que ça soit les pubs dont on a parlé sur oui, on utilise Zapier, oui, bien sûr. Je connais surtout Zapier. Qu'est-ce que tu as des exemples de un petit peu de bonnes pratiques sur des enchaînements à réaliser comme ça qui aident à convertir? Non, parce qu'après, la séquence email fait son job toute seule de son côté. La personne qui clique dans la séquence email sur un lien va aller sur le site, donc elle va être repixelisée par Facebook ou retaguée par YouTube. Donc naturellement, le retargeting, tout ça, les points se connectent naturellement. Il n'y a pas besoin en général de faire beaucoup de Zapier. C'est surtout quand il y a des inscriptions. On a différentes plateformes de formation. De temps en temps, on a besoin d'un Zapier, mais il n'y a pas besoin tant que ça de faire. Enfin, moi, par ma expérience, j'ai d'un côté mes campagnes, il y a la landing page des sites, et de l'autre côté les séquences email. Déjà, on peut faire énormément de choses déjà juste avec ça. Alors, moi, je vais juste rajouter un petit élément par rapport à HubSpot parce qu'on en a parlé rapidement. Un des points qui est important sur le HubSpot quand vous êtes en payant, en fait, HubSpot, c'est vraiment bien dès que vous voulez faire vraiment de l'automation et connecter tout ça entre les mass mailing et compagnie. J'ai pas d'action chez HubSpot, hein, c'est juste que je suis en train de le déployer, donc je vois un peu ce qui... non, le vrai, et on a beaucoup de fellows qui l'ont fait, le vrai truc qui était intéressant, c'est que via HubSpot, donc vous pouvez faire des landing pages avec, vous pouvez faire, c'est vraiment une machine à gaz, vous pouvez tout faire, mettre les webinars et compagnie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le moment où par exemple, si quelqu'un vient sur votre site, revient, etc., le moment où il s'inscrit via une de vos landing pages, il peut avoir fait plusieurs landing pages, il peut être passé par plusieurs pages de votre site. Voilà, donc ayez bien Google Analytics aussi pour suivre les chemins et les chaleurs, en plus du Hotjar. Mais le HubSpot va en plus vous dire, voilà, quand il va s'inscrire, vous allez voir son nom arriver dans votre CRM, et en plus, vous allez pouvoir avoir des infos de contextualisation. Donc, par exemple, de dire, voilà, il a été voir telle page avant, il a déjà consulté telle partie de votre site, etc., etc. Et donc ça, c'est un vrai avantage. Pourquoi? Surtout si vous faites du B2B, pour pouvoir aller personnaliser le message. C'est-à-dire que le jour où vous allez vouloir engager ce lead, aller le contacter, lui faire une séquence de mails, vous pourrez faire une séquence de mails personnalisée s'il a vu une section en particulier de votre site, je sais pas, sur... le rouge à lèvres bio, alors que vous avez aussi d'autres sections sur le fond de teint et sur la crème de jour, et ben vous allez pouvoir lui dire spécifiquement hello, est-ce que tu as pu voici un code promo sur notre rouge à lèvres, est-ce que ça t'intéresse? J'aimerais pouvoir te rencontrer là. Enfin, ça, je fais du B2B, vous l'aurez compris. Donc, le B2C, on sent le B2B. On sent le B2B et la mailing, les séquences de mail. Voilà. Donc ça, c'était mon petit aparté sur HubSpot et la connexion entre ce que Miguel présente et cette partie-là, plus pour les B2B. Donc, j'en arrive à ma question un petit peu chapeau. Conclusion, sauf si vous en avez d'autres à droite, mais on arrive là vraiment à la fin du temps, on a même dépassé. Miguel, voilà,
je suis un jeune créateur, j'ai une idée de start-up géniale, ou voire même j'ai commencé à... Je veux commencer à pouvoir faire des interviews ou à vendre un peu le produit pour préparer mon product market fit. Rapidement, quelles sont les 4, 5, 10 premières actions, grosses actions que je dois faire en marketing digital pour tester ma valeur, tester mon discours et m'approcher du product market fit? Donc déjà, ce que je disais, landing page, voilà, direct. Pas besoin de site, c'est d'abord la landing page, tester son produit, son service. En tout cas, une valeur précise de son... la proposition de valeur, voilà, direct, voilà, c'est quoi, et un truc très clair, une page simple. Et et envoyer du trafic avec un petit budget, quelques euros par jour. Envoyer du trafic déjà dessus, simplement avec une image accrocheuse, sympa, avec une accroche, voilà, il faut accrocher. Donc après, on n'a pas parlé des concepts, des techniques de copywriting, AIDA, tout ça, mais voilà, c'est accrocher. Il faut accrocher le visiteur, l'audience. Il faut les gens. Voilà, on est surchargé d'informations, donc il faut arriver à se rendre visible. Donc c'est très difficile de se rendre visible, donc il faut avoir une proposition de valeur qui accroche, il faut un message clé, et ça demande du travail, ça demande de réfléchir, et à partir de là, voilà, un bon message, une bonne pub qui envoie du trafic sur une landing page, on peut commencer à avoir déjà des gens qui s'inscrivent, à sentir, si ils s'inscrivent pas, c'est que c'est pas bon, il y a un problème, donc il faut A/B tester. Pour commencer simplement comme ça, très simplement, sans chercher. Moi, mon conseil, c'est de ne pas chercher midi à 14h, pas faire l'usine à gaz, faire un truc très simple, landing page, voilà, pas un message très clair, une bonne image, bonne proposition de valeur, une petite campagne très simple. Et puis voilà, commencer. Si on a plus de moyens, on peut faire plus de choses, mais quand on a des moyens réduits, on commence comme ça. Et à partir de quel taux de conversion, à partir de quel grand chiffre on peut estimer que ça devient intéressant de continuer sur ce chemin-là, ou est-ce que tu as, par ton expérience, trouvé des grands trucs comme ça, des KPI? Chaque business est différent. Chaque maturité de business est différente. Ça dépend de la maturité du business, ça dépend de la marque, les témoignages qu'on peut avoir, les éléments de crédibilité, notoriété. Enfin, il y a tellement de paramètres. Après, le pivot, l'indicateur clé, c'est les métriques. C'est le retour sur investissement publicitaire. C'est déjà commencer à faire des premières inscriptions, après commencer à faire des premières ventes, et puis garder ses utilisateurs, combien de temps on les garde. Il faut mesurer tout ça et pour voir si ça... C'est un investissement, ça vaut toujours le coup de faire de la publicité, c'est un accélérateur, c'est un très bon investissement, c'est un des meilleurs investissements avec Facebook Ads et les autres plateformes, parce qu'on peut mesurer concrètement ce qui se passe. Par rapport à la pub d'avant, dans les magazines ou autres, c'était pas clair ce qui se passait, hein, ou à la télé. Donc ça reste un super investissement. Après, c'est du cash burn, ça oui, il faut avoir un petit peu de cash pour pouvoir le mettre là-dessus. Mais tôt ou tard, ça paye. Et si ça paye pas, c'est que on a un problème avec son produit, avec son service, avec son marché. On a un petit souci parce que normalement. De toute façon, en B2C, c'est du cash. Hein. Je crois que c'était au Vous avez expliqué que sur leur levée de fonds, il y avait genre 2/3 de leur levée de fonds, leur première levée de fonds, ils ont levé plusieurs dizaines de millions. C'était que pour des Facebook Ads, quoi. Pour moi, la question, c'est de ne pas s'acharner en Facebook Ads s'il n'y a pas de résultat. Alors déjà, tester tous les canaux, parce que c'est peut-être pas Facebook Ads le meilleur canal, c'est peut-être YouTube, ça dépend de son business. Donc tester différents canaux. Moi, je les teste 2-3 mois avec mes clients, et puis on voit là où il faut vraiment, quel est le canal le plus intéressant. Et après, donc déterminer le canal le plus intéressant, là où est notre cible, et après, il faut aussi pivoter. Il faut adapter aussi son offre, son pricing. Moi, j'ai eu des clients, on a bossé 1 an, et c'était marché américain, c'était l'artisanat haut de gamme, c'était des trucs très chers. C'était plutôt dans pas le luxe artisanal, mais alors c'est des marchés un peu compliqués. On n'a pas fait beaucoup de ventes, hein, ça a été très compliqué. Et pourtant, j'ai testé énormément de choses. Mais je pense que là, il y a aussi le branding, il y a le développement il y a des business qui demandent, j'ai eu des clients sur les montres de luxe, il y a des business qui demandent une notoriété de marque, surtout dans le luxe, avec certains prix de produits à plusieurs milliers d'euros.
s'il n'y a pas une marque qui est posée, qui a un historique ou qui a qui a un truc qui frappe, des valeurs fortes, etc. Enfin, il y a un élément branding aussi dans certains business qui est très fort. Donc après, il va falloir faire un investissement en marketing pendant 3 ans, 4 ans. Il faut le prévoir dans le business plan. Ça va être chaud. C'est toujours la même chose. Si t'as pas la value proposition, le discours qui va bien, le marketing, tu pourras mettre autant de thunes que tu veux dedans. C'est un accélérateur et ça peut accélérer pour aller dans le mur si on n'est pas bon. C'est tout. Hein. Mais ça fera pas de miracle. Ah ouais, c'est un bon moyen de tester, d'itérer. Ah ouais, c'est génial. Mais ça fera pas de miracle si la proposition de valeur est pas claire, si le branding n'est pas bon, il va y avoir des sacrés problèmes. Okay. Et on parle beaucoup de KPI et je pense que ce sera ma dernière question, sauf si de toute façon il faut conclure, mais là on déborde parce que ça c'est un truc que j'ai eu du mal un petit peu à trouver, même personnellement, et donc je saurais pas. Je vais avoir des fellows l'année prochaine, hein, il va falloir que je donne aussi des trucs. On a parlé de Facebook Ads, on a parlé de Google Ads, on a parlé de tout ce qui est conversion suivi du funnel, le fameux funnel A. Est-ce qu'il y a un outil simple où tu peux agréger ce genre de tous tes KPI pour voir lequel marche le mieux, quel réseau marche le mieux, aujourd'hui, si tu te retrouves avec 4 interfaces, 5 interfaces, oui, tu n'arrives plus à comparer. C'est Google Analytics. En général, le tracking, alors là, c'est un expert. Moi, je le confie dans mon équipe, j'ai des experts pour faire ça parce que c'est super touchy avec le Google Tag Manager, avec ça dépend des plateformes où on est, c'est WordPress, si c'est LearnyBox ou d'autres trucs. Et après, il faut remonter donc toutes les campagnes YouTube Ads, Facebook Ads dans une même plateforme. Donc, c'est Google Analytics et le Google Data Studio qui permet de faire des reporting qui vont nous permettre d'agréger toutes les datas, toutes les KPIs, de voir les parcours, par où passent les visiteurs, les prospects, et le taux de conversion, les chiffres d'affaires générés, etc. Et voilà, c'est un investissement, ça. Alors une fois que c'est calé, c'est bien, si on bouge pas nos tunnels, mais c'est ça, c'est un expert qui fait ça. Ok, donc aujourd'hui c'est pas hyper simple de tout connecter, faut avoir un peu de paramétrage sur Google Data et Google. Ah ouais, ça c'est sûr que tu le fais pas toi-même. Déjà arriver à faire ces campagnes Facebook Ads, ça demande déjà de la patience, du temps, de la détermination. L'outil il est pas intuitif du tout. Mais alors le tracking centralisé, là c'est un autre niveau. Ok. Très bien. Bon, écoute, je pense qu'il est temps de conclure. Là, on a quasiment. On va aller dîner. Hein, de live, on va aller dîner. C'est l'heure. Merci à tous. Merci à toi, Miguel, d'avoir accepté ce webinaire. Merci à tous d'avoir été parmi nous. Je vous rappelle pour SLP. Donc là, c'était un petit exemple d'une session SLP. Comment ça peut se passer. Ça dure plus longtemps d'habitude. Il y en a 24 comme ça. Les inscriptions SLP bientôt. SLP, voilà, les inscriptions jusqu'au 30 septembre. Et puis vous retrouvez ça en replay bientôt sur notre chaîne YouTube. Allez-y, si vous avez une start-up, vous démarrez, ou même si vous êtes avancé, franchement, vous allez apprendre tellement de trucs. Il y a des mentors incroyables. Je l'ai fait, ça m'a fait faire un bond mais gigantesque, quoi. C'est un super accélérateur que je recommande, et je suis même pas payé pour le dire. Et moi, j'ai tellement pas payé que je suis devenu bénévole après avoir été accéléré. Donc, tu vois. SLP Power et super communauté, franchement. Puis là, vous avez vu quelques-uns, hein, Benoît, Catherine, tout ça. Merci à tous d'être venus là. En tout cas, très bonne soirée à tous. Merci Miguel. Merci. Et au revoir. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. Bientôt. Salut.